Bienvenue à toutes et tous. Voici la deuxième partie tant attendue de notre grande émission God of War. On continue d'analyser le jeu ensemble et on imagine le futur en proposant diverses théories et surtout nos espérances pour la suite de la licence. Prenez place au coin du feu, Kratos nous attend. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire sur le serpent monde ? Est-ce que c'est pas... Bah non, je sais pas. J'allais dire un truc, mais... Bah, un truc qui est très intéressant, c'est qu'à un moment, Atreus avec Angerboda, il transfère l'âme d'un géant dans un serpent. Voilà. Mais il y a un lien avec le serpent monde, du coup. C'est le serpent monde. C'est ça qui est assez fou, et c'est ça que ça mérite une deuxième lecture pour plein d'autres sujets, mais notamment celui-là. En fait, le serpent monde, quelques heures après, quand Atreus et Angerboda se retrouvent, Angerboda va dire à Atreus, c'est dingue, le serpent qu'on a fait revivre, il est en train de grandir d'une manière totalement démesurée, quoi. Bref. Et au moment du Ragnarok, on voit le serpent monde en train de se battre contre Thor. Je sais pas si t'as fait gaffe. Oui, si, ils en parlent d'ailleurs. C'est ça. Voit... À un moment, Thor va lui donner un coup de marteau et le serpent monde va se téléporter. Il va disparaître d'un coup. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce serpent monde, pendant le Ragnarok, en fait, il n'a pas de barbe ni rien. Et quand tu fais God of War 1, tu réveilles le serpent monde et tout, il a une putain de barbe et tout. Et en gros, il y a toute une théorie, donc il y a rien d'officiel, mais clairement, ça tend vraiment vers ça. C'est qu'en fait, au moment du coup de marteau, c'était tellement puissant que le serpent monde est revenu dans le temps. Et du coup, même si tu revois la première fois que le serpent monde va s'adresser à Atreus, il va lui dire je t'ai déjà vu. Et la première fois dans le premier God of War, tu dis pourquoi il dit ça, tu vois. Et donc il y a le serpent monde, il y a une sorte de boucle temporelle qui est très marrante à noter. Et il y a plein de mystères comme ça, parce qu'il y a plein de théories. Je t'inviterai vraiment à aller voir plein de vidéos théories sur God of War et tout. Je ne sais pas, par exemple, si tu te souviens, dans le 1, à un moment, au moment où tu tues les deux fils de Thor, Atreus, en fait, il va tomber malade. Tu sais, il a la maladie, donc Kratos le porte pour le ramener à Freya en vitesse pour qu'elle puisse le soigner. Oui, je sais pas si tu te rappelles de et d'ailleurs, d'ailleurs, il est malade parce que Kratos lui cache sa véritable identité à Atreus. Il y a une rumeur comme quoi c'est pour ça qu'il est malade. C'est parce qu'il ne sait pas son identité. Chose intéressante d'ailleurs. Il ne sait pas qu'il est, qu'il est géant et qu'il est... Voilà. Bon, bref, en tout cas, dans cette phase-là, pour aller... donc il revient justement au temple de Tyr. C'est ça qui est très intéressant dans le 1. C'est dans le 1 où il y avait vraiment le truc central, où il y a tous les portails là. C'était le temple de Tyr. Sauf que Tyr, on le connaissait pas. Donc c'est pour ça que j'ai envie de refaire le 1, parce que maintenant on connaît Tyr, tu vois. Et ce moment-là, je sais pas si tu te rappelles, il y a une sorte de grosse trompette en haut de ce bâtiment qu'on souffle une première fois pour appeler justement le serpent monde. Oui. Et là, au moment où Atreus est dans les bras de Kratos et qu'ils sont en train de monter les marches, on entend quelqu'un en train de souffler dans la trompette. Et ça fait venir le serpent monde, etc. Sauf qu'on n'aura jamais aucune réponse sur qui a soufflé dans la trompette. Et jusqu'à maintenant, on ne sait pas qui a soufflé dans la trompette à ce moment-là. Ça reste un des mystères de God of War. Cory Barlog, le mec qui a écrit tout ça, en joue beaucoup sur Twitter, parce qu'il réagit beaucoup aux théories qu'il y a autour de ça. Et c'est un des mystères, tu vois, qui a soufflé pour alerter le serpent monde à ce moment-là. Est-ce que c'est Angerboda ? Est-ce que c'est Thor ? On ne sait pas. Il n'y a pas de réponse pour le moment. Donc voilà, ça fait partie des petits mystères. Il y a plein de petits mystères qui sont disséminés comme ça. C'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir des émissions théories, trucs comme ça, parce qu'il y a des détails qu'on remarque pas, et quand on fait d'autres runs, c'est intéressant d'aller fouiller un peu dans ces trucs là. Ça serait intéressant, parce que d'ailleurs là dans la mythologie nordique, Loki, donc alias Atreus encore une fois, a mis au monde le serpent monde. Voilà. Oui, c'est ça. C'est intéressant. En fait, il doit y avoir un rapport. Et il l'a mis au monde avec la géante Angerboda. Voilà.
Non, mais c'est ça. Donc mais là, c'est c'est pour le ça cas. que oui, C'est le Serpent cas. Monde, c'est le cas. Mais c'est ça- le cas. Bah, et pareil, ça, il y a des clins d'œil de fou. C'est que la mère de Loki dans la mythologie grecque s'appelle Lo-Fei. Et la femme de Kratos s'appelle Fei. Donc, dès le début, on pouvait savoir que c'était Loki finalement. Si on réfléchissait au prénom, truc comme ça, tu vois. Ok. Et donc il y a plein de détails comme ça. C'est pour ça que j'adore ces œuvres où après tu peux aller fouiner. Ça, je le dis toujours. Moi, les œuvres que je préfère, c'est quand une fois que tu finis le jeu, une fois que tu sors de la salle de cinéma, une fois que tu finis le livre, et bah il y a une communauté derrière et il y a tout. Il y a tout un monde qui est genre 15 fois plus grand encore que Oui. l'œuvre que tu viens de consommer, quoi. Bah, ça, Et ça, ce jeu, c'est fou, quoi. bah déjà, c'est un truc que j'ai trouvé ça génial, de façon aussi la cohérence avec la mythologie nordique. Et ça me fait penser que, pareil, bah, encore une fois, dans la mythologie, Loki est bien possiblement le fils d'un géant, enfin là dans le jeu d'une géante. Et du coup, il y avait un rapport en fait entre les dieux et les géants qui était intéressant. Et c'est juste, je vais revenir sur un point, c'est que quand j'ai lu ça, en fait, en gros, c'est que Odin, quand il a été mis au monde par des géants, donc les géants, ça serait ses parents, c'est les géants en fait qui ont mis au monde les dieux, les As et les Vannes. C'est grâce aux géants. Et sauf que les As et les Vannes se sont rendus compte que les géants étaient un peu malfaisants. Dans la mythologie nordique, hein, dans l'histoire. Puis aussi, je crois qu'il faut dire, dans la mythologie nordique, les géants sont pas forcément géants. Tout à fait. Oui, voilà. Ça peut, on le voit avec Angerboda qui est une géante, ou Atreus, hein, du coup, qui est une. Voilà, c'est ça. Ou même Faye, du coup, Faye, la mère, ouais. voilà, C'est ça. Qui n'est pas du tout grande. Oui, voilà, c'est ça. C'est Ou une même sorte de d'ailleurs race, Tyr. en fait, c'est une race, quoi. Oui. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, ils vont combattre les géants parce que ils sont malfaisants de base. Ils ont comme et c'est pour ça que Odin, je me suis dit, encore une fois, je reparle d'Odin, mais je me suis dit peut-être que on va apprendre des trucs sur les géants qui vont nous, encore une fois, retourner le cerveau en se disant qu'en fait, bah, les géants, ils sont mauvais, etc. Bon, en fait, en vrai, c'est beaucoup plus nuancé. Mais vu que la mythologie nordique part un peu sur ce délire-là, et c'est pour ça que les As et les Vannes, même s'ils s'aiment pas trop, à un moment, ils vont se réunir pour combattre les géants. Bah, ce qui se passe d'ailleurs aussi dans le jeu. Hein. C'est pour ça que il y a aussi une histoire entre Freya et Odin. Même toute cette histoire. Hein. Si on veut savoir toute cette histoire dans le jeu, faut aller approfondir les missions secondaires, oui, explorer, il y a les etc. fiançailles de Freya, etc. Il y a toute une mission dans, c'est fou, dans la il y a Terre trop des de trucs. Vannes. Incroyable. Enfin voilà. Petit aparté. Je sais plus ce qu'on disait du coup. On est parti dans tous les sens. Là, on est parti dans tous les sens. On est parti dans tous les sens. Mais ça, j'ai trouvé ça trop intelligent aussi quand même au tout début de God of War Ragnarok, tu parlais de l'âme que Loki met dans le serpent, mais même dans le loup. Le fait qu'il prenne l'âme de son loup, de Fenrir, c'est ça. C'est ça, Fenrir. Et qu'il prenne, en fait, on sait pas trop ce que c'est, et que du coup, ça va être réutilisé beaucoup plus loin, vers la fin en fait du jeu. Je sais pas, je trouve ça trop brillant, quoi. Je trouve ça trop bien, l'idée en fait de mettre l'âme dans ce loup géant qui sera donc Fenrir, etc. C'était plutôt intéressant. Non, ouais, et puis quel passage aussi. Punaise. Ce combat, il m'en a. Oui, fait chier. Et d'ailleurs, ça peut être l'opportunité de parler un peu du gameplay. Justement, que tu parles de Fenrir, que tu parles d'Atreus, tu vois, c'est un détail. Du coup, je l'ai fait en mode God of War, la deuxième fois que je l'ai faite. Ouais. Et c'est là que tu vois la qualité du gameplay de Kratos. C'est que en mode extrême, les passages avec Atreus que j'avais adoré quand j'étais en mode normal, je les ai détestés en mode extrême. Ok. Parce que du coup, le gameplay d'Atreus c'est quand même beaucoup plus limité que celui de Kratos. Et du coup, mais c'était insupportable à jouer. Insupportable, vraiment. Ok. En mode God of War, là, les parties avec Atreus, j'en pouvais plus. Là où avec Kratos, je m'éclatais, tu vois. Okay. Et c'est pour montrer qu'avec Kratos, vraiment le gameplay est très étoffé, très riche et très profond. Là où avec Atreus, ça se résumait à 2 attaques. Et en gros, je passais mon temps à éviter les attaques le temps que ça se recharge pour pouvoir utiliser les attaques. J'ai fait, c'est inintéressant. C'est du coup gros problème par rapport à God of War 1 par exemple où il n'y avait que Kratos. Les passages là avec Atreus en mode extrême, c'était pas fou. Voilà. Mais pareil, le deuxième défaut, tu vois, je vais critiquer le jeu un petit peu. Il faut critiquer le jeu aussi. Ouais, c'est vrai qu'on a fait que des éloges.
Ouais. Non, mais un deuxième défaut que j'ai trouvé, après c'est en mode extrême, hein, donc c'est pas. Voilà. Mais ça, je t'en ai parlé beaucoup pendant que j'y jouais. C'est que je trouve que ce God of War a beaucoup emprunté à Elden Ring. Tu ressens une petite vibe Elden Ring. Donc Elden Ring, je vous ai beaucoup parlé de ce jeu dans les émissions précédentes. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas poussé, je trouve, le mode de God of War à fond. C'est-à-dire que contre les boss, il y a plusieurs étapes dans un combat de boss. Et en fait, c'est comme ça que j'ai réussi à passer la plupart des boss. En fait, je passais la première étape, je mourais. Et du coup, je ressuscitais pas au début du combat, je ressuscitais à l'étape. Mais vraiment, tout re-stuff. Hein. J'avais ma vie à fond, la magie à fond, enfin, j'avais tout à fond. Et du coup, tu redémarrais à 0, mais à l'étape 1. Et du coup, c'était beaucoup plus facile après de tuer les boss. Et du coup, j'ai pas eu cette satisfaction à la Elden Ring de me dire putain, là j'en ai chié contre ce boss, mais j'ai fini par l'avoir, tu vois. J'avais l'impression à chaque fois, je l'ai eu parce que j'ai réapparu à la 3e étape, donc j'étais full vie, full magie, full truc sur la 3e étape, hein, donc forcément, ça aide. Même si, justement, c'est pour ça que ça m'a fait penser, c'est Fenrir. J'ai extrêmement galéré contre Fenrir. Il y a eu plusieurs passages où vraiment il y a eu des boss très très durs en mode extrême. Mais j'ai réussi à le finir quand même en mode extrême, le jeu, donc applaudissez-moi. C'était pas moi, c'était le public. Du coup, moi je conseille les gens, faites-le en mode normal, ce God of War, pour apprécier le gameplay et juste kiffer en fait la puissance que dégage le personnage. Et il y a des petits pics de difficulté, je trouve, tout de même en mode normal. Si vous voulez vous tâter, je préfère, tu vois, faire le jeu en mode normal et aller tâter du Berserker, plutôt que de faire le jeu en mode God of War tout le long. Parce que moi j'ai trouvé que c'était... Il y a des moments difficiles, mais une fois que tu as tâté un Berserker et tu en as tué un, t'as vu, hein, la bataille finale, je les ai détruits. Odin, c'était du pipi de chat à côté d'un Berserker. Non mais c'est vrai, mais c'est ça qui est génial en fait. Des fois il y a des gens qui comprennent pas la difficulté, à quoi ça sert. Moi, je me rappelle au début, pareil, quand tu avais commencé à les taper contre des berserkers, nous, on se fait des audios à chaque fois pour se débriefer un peu nos sensations de jeu, tout comme ça et tout. Et là, c'était la première fois. À chaque fois, tu me parlais de l'histoire. Pendant tout le jeu, tu me parlais de l'histoire. Il y a eu il s'est passé ça. Et là, tu as fait un berserker. Et là, putain, t'es rentré dans la technique. Là, t'es rentré dans putain, là, j'ai fait telle technique. Là, je l'ai attiré par là. Enfin, je me rappelle plus ce que tu disais. Et je fais, voilà. C'est à ça que sert la difficulté. C'est si le gameplay est bon, parce qu'il faut que le gameplay soit bon. Il y a des difficultés des fois où c'est juste frustrant, mais là God of War il fait partie de ces jeux, je trouve, où la difficulté en fait te pousse dans tes retranchements et tu vas vraiment étudier le gameplay, toutes les personnalisations d'armure, toutes les pouvoirs, voilà. Que dans l'aventure principale tu fais à moitié, allez, je blinde sur la force et puis je bourrine, ça passe. Quand tu vas taper du berserker, non, là il va falloir quand même être un peu plus stratégique. Et c'est là que tu vois quand un jeu est bon, c'est quand dans l'intelligence du jeu. Ouais, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, il y est. Hein. Ce qu'on a retrouvé. Enfin, moi, du coup, ce que j'ai retrouvé dans le DLC, que j'ai trouvé très. Oui, parlons du DLC d'ailleurs. Très difficile. Hein. Très difficile. Enfin, franchement, difficile. Parce que moi, je venais de me le taper en mode God of War, le jeu principal, et j'ai enchaîné directement avec le DLC que j'ai fait en mode normal. Et franchement, oui, j'étais un peu frustré parce qu'il y a beaucoup trop de morts scriptées dans le DLC. Ouais, ça m'a un peu fait rager. Parce que du coup, oui, pour ceux qui savent pas, le DLC c'est un mode roguelite. C'est-à-dire qu'en fait, tu arrives dans une zone et la mort fait partie du gameplay. C'est-à-dire que quand tu meurs, tu gardes, on va dire, des améliorations de base et tu peux t'améliorer. Et comme ça, que ton prochain run, en fait, tu seras un peu plus stuffé, tu seras un peu plus puissant. Et du coup, petit à petit, tu finis par avancer parce que tu es de plus en plus puissant, quoi. Donc la mort n'est pas un échec, la mort est une façon de recommencer encore plus puissant derrière. C'est ça, ouais. Et le problème dans ce jeu, c'est un DLC. C'est pour ça, à la limite, j'aurais préféré, moi, qu'il fasse payer le DLC et qu'il l'étoffe un petit peu plus. Parce que finalement, tu te rends compte, une fois que tu l'as terminé, il y a 3 zones. En fait. Quoi. Oui, c'est une boucle de 3 zones, finalement. Tu te dis, moi, franchement, ce DLC, rien que le DLC dans l'état où il est, je l'aurais payé genre 30 balles, il n'y a pas de souci. J'aurais pas apporté plainte, tu vois. Donc franchement, vous faites-le, parce qu'ils l'ont fait gratos, hein, pour ceux qui ne savent pas, ils l'ont fait gratos. Je sais même pas pourquoi ils ont fait gratos.
quand tu vois que ça arrête pas de se plaindre parce que les jeux coûtent de plus en plus cher et qu'il y a du mal à avoir du retour sur investissement, c'est pour ça qu'ils implémentent des passes de combat, des trucs à télécharger dans tous les sens de merde. Là, quand t'as un DLC comme ça qui apporte de l'histoire, qui apporte du gameplay, mais faites-le payer. Moi, je mettais les 30 balles, il y avait aucun souci en fait. Et donc, ça, j'avoue que j'ai pas compris. Et puis, si tu mettais 30 balles, peut-être que du coup, il l'aurait un peu plus étoffé en décors différents. Oui, voilà, ouais. Parce que là, je crois qu'il y a quand même 5 morts scriptées, je crois. Donc, si tu ne meurs pas, en fait, tu meurs 5 fois de manière totalement scriptée pour l'histoire. Et du coup, c'est un peu frustrant, je trouve. Ouais, alors que moi, ça va. C'est vrai que au bout d'un moment, la boucle, tu commences à te lasser un petit peu. Ouais. Par contre, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que moi, du coup, j'avais pas fait le mode extrême, j'ai fait que le mode normal. Ouais. Et le fait de faire ce DLC m'a permis, m'a poussé à fond dans le gameplay. Et j'ai l'impression de maîtriser le gameplay de God of War à fond. La lance, les techniques, quand tu charges la lance avec triangle, enfin tout a un intérêt. Puis là, t'as beaucoup plus lu tous les pouvoirs, t'es en train d'analyser tel pouvoir. Mais même tout bêtement, là j'avais l'impression presque la lance c'était un fusil à pompe à un moment donné, tu sais, quand tu. Oui. Et tu peux même piquer l'élément, parce qu'il y a les éléments aussi dans God of War, il y en a qui. T'as du bifrost, t'as le feu, t'as l'éclair. Et ça, c'est Pokémon en fait. Faut gérer le truc. Et avec la lance, tu peux capturer l'élément. Et ça, je l'ai appris que grâce au DLC. Ah ouais. Tu l'as fait avant. Moi, ce qui est très marrant, c'est que je le faisais dans mon premier run. D'accord. Sauf que dans ma partie God of War, ma partie extrême, je l'ai pas utilisé. Non, parce que c'est le problème en fait de faire un New Game Plus 1 an après, c'est que du coup toutes les compétences que tu acquiers en débloquant l'expérience, tu débloques des compétences à chaque fois. Moi, dès le début, elles étaient toutes débloquées. Et du coup, j'ai pas pris genre une demi-heure pour tout relire, tu vois. Et du coup, je me suis lancé et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs de gameplay que comme je les ai pas relus, je les ai pas utilisés. Et le truc justement où t'aspires un élément, je l'ai pareil que toi. En fait, je me suis dit putain, c'est vrai que je faisais ça, mais je l'ai redécouvert dans le DLC. Et du coup, j'ai fait tout le jeu en mode extrême sans ça. Alors que c'est tellement puissant ce truc-là. Mais je l'ai pas fait une seule fois dans le. Moi, je l'ai jamais utilisé. C'est pour ça que j'ai appris des nouveaux trucs du gameplay grâce au DLC, parce que ça te pousse en fait. Et donc c'est très intelligent, c'est très bien manié, je trouve, avec l'histoire qui est quand même pas mal. C'est cohérent avec le gameplay. Kratos justement qui est vraiment en confrontation avec son lui du passé. Du coup, c'est une des raisons pour lesquelles. En plus, c'est ça qui est très malin. C'est que du coup, j'ai acheté. Il est à 9 € en ce moment, un God of War 3 Remastered sur PS4. Là. Mais je l'ai racheté en partie grâce au DLC. Mais je pense qu'ils avaient prévu leur truc. Ils avaient prévu leur truc, c'est pas possible. Ils se sont dit, ils vont y a pas mal de rumeurs. Il y a pas mal de rumeurs qu'il y aurait un remake de la première trilogie. Ça fait partie des rumeurs. Parce qu'il y a les modèles 3D qui ont été refaits et tout. Je sais pas ce que ça vaut, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, ça dépend, parce que si c'est vraiment le gameplay je sais pas. Si c'est un remake, non, ce serait pas une version remasterisée. Tu crois qu'il referait carrément le même style de gameplay que le. Parce que ça change carrément le point de vue, ça change. Ouais, je sais pas. À suivre. Parce que ça se trouve, toutes ces rumeurs, en fait, venaient du DLC finalement. Parce que peut-être, tu sais, des fois, il y a des rumeurs parce qu'il y a un mec dans un couloir, tu sais, qui a croisé un mec en train de travailler sur un modèle en HD de Kratos de l'époque. Il s'est dit putain, c'est bon. Je vais faire fuiter le remake, alors qu'en fait le modèle 3D servait juste du coup pour le DLC. Tu vois, ça se trouve c'est ça. Hein. Donc voilà, on verra bien dans tous les cas. Et tu l'as fait d'ailleurs dans celui-là, enfin tu l'as vu le moment où Mimir laisse partir Sigrun. Donc la Valkyrie dont il est amoureux. Oui, vas-y, raconte alors. Et j'ai trouvé ça géant, ça aussi, parce qu'en fait... Ah ouais, je vais le faire, alors je vais aller refaire un run, punaise. En fait, c'est toute l'histoire qui est cool, et je trouve que la morale, elle est géniale, parce que Mimir, malgré l'amour qu'il a pour elle, il va laisser partir Sigrun toute seule. À part voyager, en fait. Elle a plus le droit de rentrer dans le Valhalla, et donc à part visiter le tour du monde, en fait. En gros, c'est ça. Et sauf qu'elle lui dit, mais ça je trouve que c'est tellement un truc dans les relations qui est important selon moi, c'est qu'elle part pour, en voyageant, apprendre à se connaître, parce qu'elle a toujours été un
un serviteur en fait du Valhalla, de telle ou telle personne. Et là, elle va s'émanciper, à savoir qui elle est. Et après, en fait, elle reviendra vers Mimir, après avoir eu la connaissance d'elle-même, en fait, en gros. Et je trouve ça tellement intelligent. Tout comment c'est déroulé, et je trouve ça tellement vrai, en fait. C'est que des fois, vaut mieux pas se lancer dans une relation, même si tu es amoureux, si déjà toi, tu as besoin de te connaître, tu as besoin de faire certaines choses. Comme là, il la laisse partir. Par amour, il la laisse partir. Elle va voyager, elle va faire son truc. Et quand elle reviendra, elle sera prête. Lui, il sera prêt à l'attendre. Et j'ai trouvé que c'était vachement beau. Et tu la vois partir et tout. Rouge, et ça, pareil, encore une fois, c'est grâce au dialogue. Pour vous montrer la puissance des quêtes secondaires de ces deux jeux, Sigrun, pour toi, j'imagine qu'elle est apparue dans Ragnarok. Après, j'ai appris du coup que elle était. Oui, je l'ai vue dans le Ragnarok, mais toi, tu l'as vue dans le premier parce que elle faisait partie des. C'était les berserkers, quoi. C'est ça. Les berserkers dans Ragnarok, du coup, les boss très durs, c'est les berserkers. Dans le premier, c'était les Valkyries. Et Sigrun, c'est la plus dure. Valkyrie, c'est la boss finale en fait du truc. Et du coup, ça, je trouve ça génial. Parce que quand tu vois l'importance qu'ils prennent tous les deux dans Ragnarok, Mimir et Sigrun, ça devient un truc très intéressant, je trouve. Oui. Tu te dis, là, tu vois, moi, le seul truc que j'ai fait le jeu à 100%, il n'y a que 2 trucs que je n'ai pas fait. J'ai pas battu le boss des berserkers. C'est-à-dire, une fois que tu as fait tous les berserkers, il y a un boss des berserkers. Et il y a un autre boss. Donc je ne spoilerai pas parce que toi tu ne l'as pas fait non plus, donc je te laisserai la surprise ou quoi. Il y a un autre boss, mais alors là qui a l'air encore plus fort que le boss des berserkers. Franchement, j'ai essayé d'aller le taper, je me suis fait démonter la gueule. Et je m'étais dit que j'y retournerais, mais en fait, tu sais, dès que tu perds le gameplay, tu passes un mois sans jouer, tu y retournes, tu as besoin d'un moment d'adaptation pour te remettre dans le truc. Et je sais pas si un jour je le ferai, mais limite j'ai envie. Mais il y a ces 2 boss que j'ai pas fait, et je me dis, en fait, Sigrun était tellement important. C'était le boss, en gros, le ultime dans le 1. C'était Sigrun. Et du coup, je me dis, putain, elle a eu de l'importance dans la suite. Et je me dis, là, ces 2 boss-là, ça se trouve, ils ont de l'importance pour la suite aussi, narrativement, tu vois. C'est un indice pour la suite. Ouais. Et ça, je trouve ça, même si c'est pas le cas, le fait qu'ils aient fait ça avec Sigrun dans le 1, je me dis, c'est trop intelligent, parce que du coup, tu vois, ça me titille. Je me dis, putain, au-delà du défi où je me dis, putain, ça me fait chier de pas les avoir battus, je me dis, ça se trouve, en plus, ça va me donner des indices pour théoriser pour la suite, quoi. Et ça, je trouve ça c'est fort. Et alors, il faut quand même qu'on raconte un truc qu'on a fait. Et c'est un truc que, tu vois, le jeu vidéo nous offre, qui est assez rare, finalement. Je vois où tu c'est que du coup, grâce à ce DLC, donc c'est parti d'un truc tout con, en fait. On était en train de jouer chacun de notre côté... sans y prêter garde, tu vois, on faisait chacun notre truc de notre côté. Et il y a un 3e pote qui est arrivé, et on a une conversation à 3. Et de là, on a commencé à se charrier, genre, c'est moi qui vais battre Tyr en premier, donc Tyr, c'est le boss final, on va dire, du DLC. DLC, ouais. Et du coup, là, on est parti. En plus, avec ce pote qui servait un peu de témoin, d'arbitre, tu vois. Là, on est parti. C'est comme si on se regardait, c'est comme s'il y avait un duel qui démarrait. Et là, on est parti. Mais on s'est challengé. À la base, en plus, parce que moi, je partais en vacances le lendemain. Et du coup, je pensais me coucher tôt pour pas partir trop tard, tu vois, le lendemain matin. On a veillé jusqu'à 2h30 du match, je crois, à peu près. On a joué, en fait, parce qu'on s'est challengé. Et ça, franchement, c'est une expérience qui était trop cool, quoi. On était en direct par messagerie, on s'envoyait des photos de là où on avait l'impression de jouer en online multijoueur, alors que c'est pas du tout, c'est un jeu solo, tu vois. Mais ça faisait très jeu online. Notre pote, online. Tu vois, c'est ce qu'il disait. Il fait, putain, ça me rappelle les soirées qu'on se faisait sur les jeux de foot et tout. On avait une putain de pression. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qu'offre le jeu vidéo. C'est ces moments de tension, de défi aussi. Et tu vois, je parle souvent de c'était Elden de la Ring. compète. Hein. Oui. Et je parle souvent, tu vois, de Elden Ring. Et Elden Ring, si aujourd'hui tu le fais, il y aura un truc en moins à l'époque. C'est qu'à l'époque, il y avait ce sentiment-là, mais globalisé. Ça a créé un mouvement chez tous les joueurs où, en gros, le jeu est tellement dur qu'en fait, on va être très peu allé au bout. Et du coup, c'est comme si on va être très peu à relever le challenge, très peu à découvrir la vérité de Elden Ring, tu vois. Et il y avait ce truc,
c'est ce qui te maintenait, c'est ce qui te donnait envie de progresser, d'aller voir des astuces pour t'améliorer, etc. C'était ce truc, on était je sais pas combien de millions de joueurs en même temps à faire ce truc-là. Ça a créé un mouvement, tu vois. Et là, t'as un peu compris, tu vois, le délire, tu vois, avec cette soirée. Et ça crée quelque chose dans le jeu, tu vois. C'est pas juste... pourtant, c'est le même jeu, mais si tu y avais joué tout seul dans ton coin, t'aurais pas vécu la même soirée, tu vois. Ouais, et est-ce qu'on aurait eu la motivation d'aller jusqu'au bout ? Parce que là, c'est ça. Moi, j'avais arrêté le DLC. Moi, parce que du coup, le DLC, il est sorti en décembre. J'ai tâté, parce que moi, j'avais fini le jeu, donc j'ai tâté vite fait. Je t'avoue que le mode roguelite, moi, c'est pas mon délire. Parce que comme je t'expliquais, j'aime bien, quand je suis contre un boss, par exemple, j'aime bien possiblement le répéter. Et une fois que je le bats, je suis satisfait parce que j'ai senti que je m'étais amélioré. Le mode roguelite, comme quand tu meurs, tu gardes les trucs que tu t'es amélioré, on va dire. En fait, une fois que tu vois, à la fin, quand j'ai fini par battre Tyr, limite, j'étais tranquille, en fait. Ouais. Ah oui, d'accord. J'étais pas finalement satisfait parce que je l'ai battu, tu vois, il me restait 2 pierres de résurrection. Alors que tous les combats avant, j'arrivais, je mourais, donc j'avais niqué mes 2 pierres de résu. Là, à la fin, limite, j'étais trop tranquille pour le battre. Ok. Ouais, alors que moi, j'ai galéré. Peut-être pas roulé, mais j'ai pas transpiré, tu vois. Ok. J'aime bien quand je bats un boss, je transpire et puis je finis par le battre. Ah oui, moi par contre, de manière un peu héroïque, tu vois. C'était un peu, moi j'étais tellement à fond dedans, j'ai même pas vu qu'il était à terre en fait. D'accord. Qu'il était à genoux, tu sais. Ouais. Et parce que j'avais plus de vie. Là, il me touchait, j'étais mort. Du coup, j'ai gagné vraiment de justesse. Et après, pour le coup, moi j'ai vraiment vu une nette progression. Il y a une progression, forcément, comme tu dis. Au niveau de tes compétences, parce que tu t'améliores à chaque fois. Mais moi, j'ai vraiment vu aussi cette progression au niveau du gameplay. Je jouais pas du tout pareil à la fin du DLC qu'au début. Et c'est ce qu'on disait aussi en off, c'est que moi, du coup, comme j'ai fait le jeu en mode extrême, oui, t'avais peut-être pas eu ce gap. Déjà passé. Et puis moi, j'avais fait les berserkers aussi. En plus, toi, t'en as tué un berserker et t'as été te tâter sur d'autres, mais t'as pas été les tuer. Je suis pas allé au bout. Moi, j'ai fait tous les berserkers, à part le boss, du coup, final. Du coup, j'ai déjà eu cette phase de gameplay où vraiment je réfléchis. Tu sais, je t'en parlais de toute façon avant. Du coup, moi, dans le DLC, je l'ai pas eu ça. Et du coup, j'ai vraiment eu juste la sensation, je suis perfectionné dans le gameplay et c'est juste les stats qui vont augmenter au fur et à mesure des morts, tu vois. Et du coup, peut-être que du coup, j'aurais vraiment dû consommer le gameplay, le DLC, comme un DLC qui sort 1 an après. Et du coup, je me réhabitue au gameplay, tu vois. Peut-être que je l'ai pas fait de la bonne façon aussi, quoi. C'est possible. Après, par contre, comme toi, moi, c'est pas du tout mon style. Enfin, je referai pas ce style de jeu. Là, si je l'ai fait, c'est parce que c'était God of War et que ça a apporté, je trouve, un petit peu même au niveau du lore, un truc tout bête. À un moment donné, Tyr, il parle du fait qu'il s'est, tu sais, des fois, il parle à Kratos quand tu te balades dans le Valhalla, et soit c'est Mimir, soit des fois c'est Tyr. Bon, c'est un peu plus rare. Et il parle du fait que sa main, encore une fois, franchement, je vous conseille, si la mythologie nordique vous intéresse, je vais pas tout dire. Achetez la BD de Nota Bene, il fait du bon boulot. Même aller voir les vidéos YouTube si vous avez besoin d'acheter quelque chose, il y a plein de. Oui, même on a le droit Nota Bene, il en fait des vidéos. D'ailleurs, même en podcast. En podcast. Non, par contre, en podcast, fait pas de pub au coin à nos du feu. concurrents. Écoutez au coin du feu. Et YouTube, oui. Par contre, là, vous pouvez aller voir. Oui. Mais du coup, c'est précisé en fait que logiquement, Tyr a perdu sa main. C'est un loup qui lui a mangé la main. Et là, dans le DLC, il en parle à Kratos. Okay. Voilà. Il lui fait un discours là-dessus, comme quoi il a récupéré sa main. Alors, je sais plus trop comment, mais il s'explique là-dessus. Donc, il s'explique par rapport à... Il y a énormément de détails comme ça, parce que par exemple, le marteau de Thor, alors j'ai plus l'histoire précise, parce que ça, je l'ai vu, je pense que ça se trouve il y a 1 an. Voilà. D'accord. Mais je sais qu'il y a une histoire comme ça. Dans la mythologie grecque, le marteau de Thor, en fait, il est censé être un objet vraiment surpuissant, etc. Oui, ça te brûle les mains. Il y a une raison pour laquelle il est un peu nerfé, on va dire. Enfin, il est un peu réduit en puissance. Et je sais pas si c'est pas Loki qui est responsable de ça. Je sais plus exactement l'histoire. Bref. D'accord. Sauf que dans God of War, il pouvait pas le faire parce que Loki, du coup, c'est Atreus. Donc il ne pouvait pas utiliser la vraie histoire des contes nordiques, parce que voilà. Et du coup,
Et il y a un détail, bah, on apprend que c'est les nains qui ont fabriqué le marteau de Thor, mais que du coup, c'est eux qui l'ont nerfé parce qu'ils se sont dit, en fait, si on lui offre un pouvoir trop puissant, il va en faire des choses pas bien, tu vois. Et du coup, tu vois, ils rattrapent la vraie histoire en... Ah, ok. Ils reprennent la vraie histoire, mais en la déviant un petit peu pour que ça colle avec leur histoire, eux. Ça, je trouve ça trop, trop bien. Ok. Bon, de toute façon, ils sont allés loin. Même l'arbre-monde, c'est totalement cohérent. Hein. L'endroit où tu as les mondes et tout, comment ils sont disposés quand tu rentres dans l'arbre-monde, dans le portail, là, et que tu as les niveaux, bah, les niveaux tels que tu les vois sur l'arbre-monde, ils sont comme ça, en fait, dans les contes nordiques. C'est disposé de telle manière. T'as les différents niveaux avec les niveaux de le Niflheim et Muspelheim, je crois, la lave et la glace qui ont créé l'arbre. Ouais. Et après, bah, t'as les niveaux au milieu, t'as les royaumes des humains, des nains, etc. Et des elfes noirs qui sont même au même niveau que les humains, je crois. Et au-dessus, t'as les dieux, quoi. T'as les Az, les Vannes et les elfes blancs. Donc les elfes blancs sont un petit peu mis au-dessus des elfes noirs. C'est un peu... un peu raciste. Voilà. Un peu raciste, ouais. Donc voilà. Non, ouais, c'est beau. C'est vraiment kiffant. C'est beau. Et du coup, je suis trop curieux, moi, de la suite. Ouais. Ah, juste ça, si. Un dernier truc que je voulais dire. Ah, vas-y. Est-ce qu'il y a eu un combat, toi Ah, mais bien sûr, on va parler. Mais oui, bien sûr. Ah oui. Il y en a un. Conclure ces histoires là-dessus, forcément. Donc, dans les deux jeux. Ok. Dans les deux jeux, nos combats préférés. Je pense que si je réfléchis au jeu au global, le combat qui me vient en tête en premier, c'est le premier affrontement contre Baldur. Ok, je pense que... Alors, est-ce que c'est le fait que c'est le premier? Je sais pas. Mais je l'ai trouvé incroyable. Un peu un mode un peu Dragon Ball Z, je trouve. Où au début, tu pars dans les airs et tout. Ouais, c'est ça. T'as un peu une confrontation en humain au début. Puis Kratos qui fout une droite, et t'as Baldur, il bouge le cou, et puis il se remet, et puis après ça part en truc où on décolle dans les airs et tout. Enfin, je dirais que c'est Baldur. J'avoue. Est-ce que toi t'aurais un autre combat? Dans le premier. Dans le premier, j'aurais dit Baldur. Moi aussi, en plus, il y a plusieurs combats contre Baldur. Mais c'est vraiment le premier, je trouve, qui est ultra marquant. Mais surtout que oui, en plus, quand il tape devant la porte comme ça, il est tout frais, le Baldur, par rapport à Kratos. On dirait un petit viking qui va se prendre. En fait, non, il est ultra badass quand il remet sa tête. Enfin, il est beaucoup plus fort que ça le laisse d'ailleurs, tu vois, c'est pas une critique que je vais faire, mais je me rappelle que, notamment dans le premier, c'est peut-être moins présent dans le Ragnarok, du coup. Mais quoique, en y repensant, je me dis que ça peut être un truc à améliorer, on va dire, par la suite. C'est que, tu vois, t'as fait l'intro de God of War 3. C'est dantesque. On escalade une putain de montagne avec des titans, enfin c'est géant, enfin c'est vraiment enfin la réalisation est folle. À l'époque, ça devait être fou quand même. Oui, ça devait être totalement fou. C'est ce que je me dis. Je me dis à l'époque, punaise, j'aurais été fan de God of War si je les avais fait à l'époque. C'est clair. Et du coup, moi j'avoue que c'était, mais c'est pas une déception parce que le jeu je l'ai trouvé génial. Mais c'est le petit truc qui manquait, tu vois. Je me rappelle à l'époque où j'avais fait que le 2018, je t'avais dit, pour moi l'épisode 2018 c'est comme une énorme bande-annonce. Parce qu'en plus ça se terminait avec l'arrivée de Thor, tu vois, la scène post-générique c'était Thor qui arrivait. Pendant tout le jeu on te parle de Thor, on te parle d'Odin mais on les voit jamais. Et j'avais l'impression que le 2018 c'était un peu une sorte de bande-annonce. Et du coup je trouvais le plan séquence c'est génial, c'est très intimiste, ça donne de l'ampleur à des scènes d'action. Mais du coup, si tu dézoomes, tu te dis, ouais, mais au final, il n'y a pas eu de scène où vraiment, avec des putains de géants, avec, je sais pas, un truc totalement dantesque, où Kratos, le tout petit gars, il va foutre des mandales à des putains de dieux. Ouais. C'était le truc qui me manquait un peu. Et même si maintenant je dézoome avec le Ragnarok, où il y a quand même beaucoup plus de scènes impressionnantes et tout, je pense qu'il y a encore de la marge de progression. Je pense qu'ils peuvent encore aller plus loin dans la démesure, tu vois. Parce que par exemple, tout bêtement, il y a Spider-Man 2 là, qui est sorti sur PS5. Je trouve que pour le coup, Spider-Man 2 va beaucoup plus loin dans la surenchère d'action et de trucs totalement impressionnants, tu vois. Ok. Là où God of War reste encore assez intimiste, même toi le combat à la fin contre Thor et Odin, finalement,
Limite, j'aurais préféré, c'est pour ça, fais l'intro de God of War 3, où tu vois le combat contre Poséidon, j'aurais préféré que là, Odin, tu vois, à la fin, dans le combat final, d'un coup, il révèle ses vrais pouvoirs, et que ça soit complètement surréaliste, tu vois. Là, finalement, ça reste un peu terre-à-terre, tu vois, donc ça colle avec la narration, mais tu vois, pour un combat final, ils auraient pu faire péter le truc, et qu'Odin, tu te rends compte qu'il a des pouvoirs complètement surcheatés, il contrôle des éléments, et je sais pas, que ça parte vraiment en couille. Ou qu'il y a le Ragnarok qui viennent foutre, parce qu'on le voit pas beaucoup, cette grosse entité géante, oui, c'est qui vrai, viennent foutre son grain dans le truc. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça manquait d'épique. Pour moi, c'était pas du tout le plus épique de tous les combats. Le combat final, malgré qu'il y a la guerre de tous les côtés. Même d'ailleurs, la mort du frère à Freya passe un peu... c'est assez rapide. Clairement, moi j'avais oublié. J'avais oublié totalement qu'il était mort lors de mon premier run et je m'en suis rendu compte lors du deuxième. Mais j'étais passé à côté de l'info. Ça passe ouais. Après, tu peux aller... Tu sais, quand tu retournes, vu que quand tu finis le jeu, tu peux quand même encore explorer. Tu peux retourner... tu sais, mince... j'ai plus le nom du royaume, mais chez les Az. Oui, voilà. Et du coup, bon, après, tu vois qu'il est pas là, et ça en parle justement. Ça parle de. Ça rend hommage à lui. Donc, ça, c'est intéressant. Il y a Tyr qui fait du tai chi. Oui, mais pourquoi il est là? Parce que là, c'est le vrai Tyr. On l'a pas dit, mais là, c'est encore une fois une mission secondaire de ouf. Parce que, ça aussi, un truc qu'il faut dire, par contre, désolé, là, on critique certains trucs, mais un truc que j'adore. C'est que quand tu finis le jeu, il reste des choses à faire, mais c'est le prolongement de l'histoire. J'en ai marre de ces jeux où tu vas affronter le boss final. Et tu reviens en arrière. Les missions secondaires, tu reviens genre juste 15 minutes avant d'affronter le boss final. Ça, c'est intelligent. C'est chiant. Que là, God of War, en plus, ça s'adapte, du coup, comme on disait, avec Freya qui tu peux faire les mêmes missions que tu devais faire avec Atreus, parce qu'Atreus se barre du coup à la fin, donc tu n'as plus accès à Atreus. C'est grand ce qu'ils ont fait, franchement, parce qu'ils auraient pu vraiment. Tu réapparais juste avant le Ragnarok et tu fais toutes les missions secondaires avec Atreus et ils gardent la même trame. Ils se font pas chier à faire un double discours ou je sais pas quoi. Non, là ils ont poussé le délire où non. Le monde il reste derrière. Enfin, c'est là d'ailleurs que tu peux faire du coup deux missions secondaires qui sont débloquées qu'après avoir tué Odin. La découverte de Tyr dans la prison et du coup la mort l'enterrement de Brok. Ouais, et même toutes les brèches, je crois qu'il y a des brèches oui, c'est vrai, aussi, oui. Post-Ragnarok, qui, je sais plus ce que c'est exactement, mais... Oui. Et alors, une question que je me suis posée, tu sais, à la fin, une fois que t'as vaincu Odin et tout le bordel, tu sais, Kratos... Non, c'est Atreus qui se réveille, et tu sais, tu montes jusqu'à retrouver Kratos, là, tu montes le long de la grotte, là, tu sais, tout le bordel. Mm-hmm. Et tu croises la fille de Thor avec sa mère, tu croises plein de monde, tu discutes et tout. Et quand je l'ai fait en deuxième run, du coup, j'avais fait aucune mission secondaire et tout. Et la grotte m'a semblé ultra vide. Et du coup, je me suis posé la question. Alors, j'en sais absolument rien, mais je me dis, la première run, elle me semblait beaucoup plus remplie. Est-ce que toutes les missions secondaires que tu fais, ça fait qu'il y a plus de monde, genre, t'as plus d'alliés? Et du coup, lors de dans cette grotte, en fait. Et je sais pas du tout. J'ai pas été me renseigner, ça c'est faute à moi. J'aurais peut-être dû y aller avant de faire une émission. Ok. Ah oui, je me suis posé la question parce que ça m'a un peu choqué. Lors du deuxième run, comme j'avais fait aucune mission secondaire, j'ai l'impression que la grotte me semblait ultra vide par rapport à les souvenirs que j'en avais, quoi. Ok. Voilà. Parce qu'après, est-ce que ça va vraiment... Admettons, si je fais pas les missions secondaires, à part justement dans cette grotte où les personnages ne seraient pas là... C'est juste un deuil, c'est juste un clin d'œil. C'est toujours agréable quand tu fais une mission secondaire, tu sais, de voir il y a une tribu en plus dans la grotte, tu vois, c'est un délire comme ça, mais c'est peut-être cool. Mais je sais pas, est-ce que c'est une impression que je me suis fait ou pas, donc je vais pas m'avancer, mais peut-être c'est peut-être ça, donc je sais pas. Ouais. D'ailleurs... tu sais, tu parlais tout à l'heure je repense à ça parce que vu qu'on parlait de la prison et de Tyr, que Odin pouvait se métamorphoser en plein d'entités, et du coup pour pouvoir se métamorphoser dans une identité, il est obligé de les laisser enfermer, parce qu'on pourrait se demander pourquoi il a pas tué Tyr. En fait, il est obligé de garder Tyr en vie pour se métamorphoser en Tyr. S'il le tue, il peut pas se transformer en vie, du coup. Et du coup, t'as plein de prisonniers. C'est vrai que t'as les elfes, t'as tous les royaumes en fait dans cette prison
Donc il pouvait, ça rejoint un peu l'idée que tu avais tout à l'heure d'être omniscient en se mettant dans... Il n'est pas omniscient grâce à ouais, voilà. savoir universel ou je sais pas quoi, ça se trouve... C'est en métamorphose. Ouais, c'est ça qui est fou. Et par contre, toi, tu as fait les corbeaux. Petite erreur de ma part, j'ai pas tué tous les corbeaux. Ouais, parce que du coup, je trouve que c'est plutôt bien foutu. J'ai pas galéré. Parce que tu sais, des fois, genre, par exemple, je prends Zelda Breath of the Wild, les Korogu, c'est impossible sans guide de les faire à 100%. Parce que tu passes forcément à côté sans remarquer ou je sais pas quoi. Les corbeaux, ouais, tu les vois, ouais, mais en plus, t'as un son. Et en plus, si tu joues avec un casque, alors je sais pas, moi sur PS5, il y a le 3D audio. Donc je l'ai repéré trop facilement. Hein. J'avais vraiment le son, je savais où ils étaient, hein, les gars. Donc je les ai fait, à chaque fois que j'entendais un bruit, bah, je les pétais. J'avoue que c'était pas ultra passionnant, des fois c'est même un peu chiant. Heureusement que la lance est arrivée, que tu pouvais lancer les lances, là c'était plus simple pour les tuer, tu vois. Mais du coup, en fait, je les ai tous faits quand je les entendais. Et il n'y avait pas de corbeau un peu chelou à trouver... qui était caché ou je sais pas quoi. À chaque fois, les corbeaux ils sont sur ton chemin de la mission principale ou des missions secondaires. Et je les ai tous tués en fait. Quand je suis arrivé à la fin du jeu, je les avais tous tués, quoi. Sans forcer, sans. Voilà. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous tout! Ou je garde le suspense? Bah, du coup, oui, bah, du coup, tu débloques tous les coffres. Et surtout, bah, tu débloques un boss. Voilà. Donc, un boss que j'ai battu. Voilà. Mais j'en dirai pas plus. Parce que il y a une petite partie de lore, il y a une... Voilà, d'accord, mais vous voyez comment il est. Il me torture. Non, en fait, c'est que je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Je me rappelle que ça débloque un boss, mais je me rappelle que c'était intéressant. Mais c'était il y a un an, du coup. Je l'ai parfait, là, du coup, donc je ne sais plus. Ok. C'est d'ailleurs... Voilà, mais ça vaut le coup. Je me rappelle que juste... Ok, ça vaut le coup. Voilà. Et l'armure que tu débloques, en plus, c'est la plus stylée du jeu, je trouve. Voilà. Ah. Ouais, ça peut être... Bon, c'est vrai que j'ai regretté. Je crois que tu l'as dans le DLC. Tu peux l'avoir en skin dans le DLC, je crois. Ouais. Là, bah, tu prends l'armure des corbeaux, je sais pas quoi, et tu l'as. J'irai voir, alors. Bon, est-ce que tu aurais d'autres choses à dire sur les deux jeux qu'on n'a pas encore dit, ou est-ce qu'on passe aux petites théories? Oui. Toujours. J'ai continue, pas fini, encore plein de choses à dire, plein de choses. Non. Si peut-être ça. Il y avait un truc que j'avais noté que j'ai trouvé intéressant, c'est que bon là, on revient sur le sujet du début. Mais vas-y, on s'en fout. Franchement, on fait pas souvent des émissions jeux vidéo, donc autant y aller à 100%. On se lâche. On va devoir le diviser en deux parties cet épisode de deux fois. Mais... Et c'est qu'à un moment donné, j'ai trouvé ça intéressant que tout le long du jeu, Kratos ne veut pas de nouveau rentrer en guerre par rapport à ce qui s'est passé, en fait, par rapport à son passé, en tant que dieu de la guerre, etc. D'ailleurs, c'est plus un dieu de la guerre à la fin du DLC, c'est un dieu de l'espoir, du coup. Ouais, et ça qui est très, très intéressant, c'est qu'au moment, dans la première trilogie, il y a ce questionnement sur l'espoir aussi. C'est Athéna qui vient le voir, et au moment où il allait tout abandonner, elle lui fait tout un discours sur l'espoir. Et du coup, il se sert de l'espoir pour retrouver des pouvoirs et réutiliser ses lames. Et il va affronter Zeus. Et là, ça lui revient encore. C'est comme si... Et ça aussi, je trouve ça intéressant. C'est que des fois, il y a des moments dans la vie où tu es dans le mal. Et du coup, tu vas... Pour essayer d'aller mieux, tu vas prendre des techniques. Tu vas aller avoir des conseils de je sais pas quel... Et tu vas appliquer. Moi, je sais qu'à un moment, c'est quand je faisais des crises d'anxiété, etc., je faisais de la méditation. Et je me suis rendu compte que la méditation m'avait beaucoup aidé. Mais une fois que tout va bien, je médite absolument plus. Hein, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est qu'à un moment donné, ce discours sur l'espoir lui a servi, mais une fois qu'il a réglé le problème, il a dégagé ce discours sur l'espoir. Il y pensait même plus, tu vois. Et ça lui revient plus tard, donc des 1000 ans plus tard, ça lui revient comme une autre leçon. Et ça, je trouve ça très intéressant. Ouais, puis en plus, ça l'oblige à se... Il a du mal à comprendre qu'il a changé, en fait. Il veut pas reproduire les mêmes erreurs, du coup, il veut pas accepter, en fait, la requête de Freya d'être dieu d'espoir, de machin. Ouais. Il a besoin de faire un trait sur son passé et de chasser ses démons, en fait, ses démons du passé, pour pouvoir être le nouveau Kratos. En fait, il est capable d'être d'un dieu de l'espoir.
Mais lui, moi, il ça en fait a partie peur. de toute façon du. C'est assez intéressant. C'est une philosophie de vie en plus que j'adhère totalement. C'est j'aime bien me dire qu'il est jamais trop tard. C'est-à-dire que tu peux partir dans une direction. Tu peux attendre 1000 ans. Même même 1000 ans, oui. Oui. Mais tu peux, dans ta vie de tous les jours, je parle de manière beaucoup plus terre à terre dans la réalité. Dans ta vie, à n'importe quel moment, tu peux partir dans une direction. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui, tu sais, une fois qu'ils sont partis dans une direction, par fierté, par ego, même s'ils se rendent compte qu'ils sont dans l'erreur, ils feront pas marche arrière. Parce que c'est, voilà, c'est comme je t'ai dit, c'est de la fierté, c'est de l'ego, c'est je ne sais pas quoi. Sauf que moi, vraiment, ça fait partie, c'est vraiment un truc qui m'anime, c'est, en fait, bon, il y a des sujets où tu peux pas revenir en arrière, il y a des trucs, voilà. Mais la plupart des choses, en fait, à n'importe quel moment de la vie, si vraiment tu veux prendre une autre direction, tu peux la prendre, en fait. Et Kratos, c'est ce qui lui arrive, c'est qu'il a fait des trucs atroces, mais vraiment, il a détruit un monde, le monde grec. Ce qu'il faut savoir dans la mythologie un peu de Kratos, c'est comme si il y a encore un mystère qui entoure sur comment il a réussi à arriver dans la mythologie grecque. Tu vois, il y a une sorte de mystère, mais je préfère même qu'ils expliquent jamais clairement comment ça se passe. Mais ce qu'on comprend à peu près, c'est un peu comme s'il y avait parce que Cory Barlog, donc le scénariste, donc c'est un mec qui était sur l'animation 3D dans God of War 1. C'était le chef de l'animation 3D dans God of War 1, et à partir du 2, il est rentré au scénario. Et il a mis son cœur et son âme sur le God of War de 2018. Il y a une vidéo qui avait fait le buzz à l'époque. Il s'est filmé en direct au moment où il découvrait les notes du jeu. Et il avait chialé, et ça avait fait le tour d'Internet. Et d'ailleurs, il y a un documentaire que je vous conseille qui est très intéressant sur tout le développement. Comme, tu vois, il y a un documentaire qui est sorti sur The Last of Us, là, que j'ai toujours pas regardé, il faut que je me le fasse. Il y a un documentaire pareil sur le développement du premier God of War là, de 2018. Ok. Qui apparemment est passionnant. J'ai toujours pas vu, mais voilà. Et j'étais en train de dire quoi? Le mec, il part tellement loin dans ses trucs. Ouais, il passe. Je suis parti beaucoup plus loin de ce que je voulais. On parlait de Kratos. Du fait qu'il... le fait que tu pouvais prendre toujours un chemin différent. Ouais. Tac. Qu'on peut toujours changer de voie. Non, mais même pas. Et tu disais que du coup, on savait pas pourquoi Kratos était dans la mythologie grecque. Oui, voilà, exactement. Et que tu préférais ne pas le savoir, ouais. Oui, c'était ça. Là, je suis revenu à loin. Voilà. Bravo, tu suis plus que moi, alors que c'est moi qui parle. Vraiment, on est dans une sorte de... Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y a beaucoup de gens qui envoient des messages sur Twitter à Cory Barlog pour lui demander, comme c'est lui qui est responsable, on va dire, de l'écriture, comment ça se fait, comment les deux univers ils cohabitent ensemble dans la même licence, est-ce que c'est sur la même terre ou est-ce qu'il y a d'autres univers, etc. Et en fait, Cory Barlog, il a partagé une photo, une très connue, c'est une photo de Hubble qui photographie la galaxie, où on voit plein de galaxies sur la photo. Et il dit, pour moi, en fait, c'est un peu ça l'univers de God of War. C'est que chaque galaxie, c'est un univers. Et donc, en gros, il y a l'univers avec la mythologie nordique, il y a l'univers avec la mythologie grecque, et d'autres mythologies, forcément. Mais voilà, on n'en sait pas plus, voilà. Mais c'est le truc qui se ressemble, qui se rapproche de plus de ce qui doit être dans l'esprit des développeurs quand ils développent le truc. C'est pas la même terre, tu vois, il est pas monté, il a pas fait 500 km de bateau pour aller en Norvège, et puis il y avait Odin, il y avait tout le bordel. A priori, c'est même pas le même monde, en fait. Mais c'est même pas une terre, il y a même pas une terre, en fait. C'est des univers, tu vois, voilà. Oui, parce que c'est ça, de toute façon, le royaume de la mythologie nordique, l'arbre-monde. Oui, en plus, il y a plusieurs royaumes. Donc, c'est un vrai royaume à part. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il faut même pas d'explication. Il faut que ça reste nébuleux. Voilà. Comme une nébuleuse stellaire. Voilà. Tu sais, c'est pas genre un système solaire où sur chaque planète, il y a un monde grec, il y a un monde nordique, il y a un monde je sais pas quoi. Ah bah non, moi je veux ça. Moi je veux une explication scientifique. Oui, et donc voilà. Vrai, donc c'est pas trop gênant que ça soit, je trouve, un peu. Oui, non, mais moi j'aime bien quand tu laisses du trouble, parce que des fois il n'y a pas besoin d'avoir d'explication, en fait. Ouais. Pour le coup, là, c'est pas un truc. C'est vrai que des fois il y a des mystères.
genre voir à travers la brèche de Odin, là ça m'intéresse. mais bon. Peut-être c'est grâce à cette brèche que tu peux voyager de monde en monde aussi. Pourquoi pas? Ouais, exactement. Et si, mais du coup, parce que je suis parti tellement loin avec Kratos, mais je n'ai même pas dit ce que je voulais dire. Vas-y. Parce que on parlait de Kratos, du coup, qu'il est dieu de la guerre, patati patata. Et que justement, on le voit dans le DLC, mais on le voit aussi avec Atreus. Il veut pas rentrer en guerre. Il veut pas rentrer en guerre contre les dieux. Tu as vu, c'est long toute cette période où il dit à Atreus, non, on n'ira pas en guerre. Et c'est ce que dit le Fauti aussi. Il n'y aura pas de guerre. Mais en fait, c'est Odin, clairement. Odin veut pas que Kratos aille en guerre, clairement, il a peur. Il veut pas le Ragnarok, lui. Donc, c'est clair. Et du coup, Kratos, il va refuser. Et à un moment donné, en fait, il va carrément... et je trouve ça assez intéressant. C'est qu'en parlant aussi avec Mimi, en fait, qui lui conseille pas mal, il va nier ses valeurs. Les valeurs qu'il avait de pas rentrer en guerre, il va les nier juste pour son fils. Ouais, et ce moment-là, il est intéressant parce qu'on dirait qu'il perd en lucidité, je trouve. On sait pas si c'est raisonné ou non, en fait, le fait qu'ils disent « Ok, je te suis ». T'as l'impression qu'il le suit, mais qu'il sait que peut-être qu'il fait une erreur, mais il y va. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, parce que là, mais ça, pareil, en plus, de situation. Mais ça fait écho, c'est ça qui est fou aussi. Donc, c'est un truc que je n'ai pas vécu en jeu, mais que pour préparer l'émission, je me suis fait des émissions rétrospectives de l'histoire de Kratos. Et ce qui est très intéressant, et là ça rentre totalement en écho avec ce que tu viens de dire, c'est que dans l'épisode donc Chain of Olympus, qui est sorti, je crois que c'est sur PS Vita, il me semble. En fait, c'est un préquel à la trilogie de Kratos, etc. Bref. Alors, je connais pas exactement l'histoire en détail, tout ça, mais en fait, Kratos va être face à un dilemme, exactement le même dilemme que dans The Last of Us. En gros, il va avoir le choix à faire. Soit tu sauves le monde entier, soit tu ressuscites ta fille Pénélope que tu as tuée. Mais non, ok. Et ce qui est très intéressant, c'est que Kratos va choisir de sauver le monde entier. Ok. Voilà. Et du coup, c'est assez passionnant parce que Kratos, en plus, à ce moment-là, c'est pas le Kratos de 2018 qu'on connaît, c'est le Kratos très nerveux, etc., qui est limite un antagoniste. C'est limite un méchant, Kratos, que tu incarnes le méchant qui va défoncer tout le monde. Et il fait le choix, du coup, de sauver le monde entier. Du bien commun. C'est ça. Contrairement à dans The Alors Last que là, of Us, contrairement à là. Et c'est ça qui est très intéressant. Et contrairement, du coup, à ce que tu viens de dire avec Atreus, c'est ça. Ah ouais, c'est intéressant même sur le psyché du personnage. Mais c'est ça qui est fort, de toute façon. C'est très nuancé, toutes les personnalités qu'il y a dans le... Voilà, même de toute façon, c'est... Ouais. Oh, c'est fort. J'aimais encore plus ce jeu. C'est clair. Bon, pour revenir au combat marquant. Ah, oui, et oui, parce que je l'ai pas dit, du coup. Parce que là, je viens de penser à un combat, moi, en tête. Moi aussi, j'ai un combat. Je pense que t'as le même. En fait, ouais, je pense aussi. En plus, on a même pas parlé de ces personnages. Oui, voilà. Alors, on a vraiment le même combat, je pense, en tête. Ah ouais, mais... Moi, il y a un combat que je trouve tellement badass, que j'ai adoré. En mode God of War, je l'ai adoré. Parce que je me faisais vraiment laminer. Mais du coup, c'était un plaisir, tellement c'était badass. C'est le combat contre Heimdall. C'est une vraie tête à claque depuis le début mais trop bien, du jeu. T'as envie de le baffer. T'as envie de le baffer dès le départ, ouais, c'est clair. Et le combat Kratos-Heimdall, mais... En plus, tu te retrouves seul contre lui. T'es pas en duo. Limite, en fait, il est largement. En fait, je trouve que ce combat, il est largement mieux que celui de Thor et de Odin à la fin. Parce que je trouve il y a un concept. En fait, il y a un concept au-delà de juste le mec c'est une tête à claque ou je sais pas quoi. Il y a un délire où au début tu peux pas le toucher. Et du coup, tu te dis comment je vais faire. C'est trop bien. En plus, c'est trop bien fait. En plus, t'as le mode photo avec. J'adore. Et du coup, j'essaie de prendre des photos des fois parce que quand t'essayes de le toucher, il esquive tellement avec classe en plus. Ouais, c'est tellement classe comme il esquive. D'ailleurs, attends, un truc tout bête que je viens de penser. Parce que nous, c'est vrai que pendant qu'on joue, on aime bien entre nous s'envoyer des photos sur le PSN. On s'envoie des photos. Est-ce que tu voudrais pas. Ouais, voilà. Est-ce que tu voudrais pas faire. On peut mettre 10 photos sur Insta. Tu vas sélectionner dans notre conversation du PSN et tu prends genre les 10 meilleures photos, que ce soit de toi ou de moi, tu vois. Et comme ça nous fera même un souvenir pour nous de l'aventure God of War, quoi. Mais carrément. Ouais. Carrément. Ah ouais, mais ça va être ton job. Moi, je monte l'émission, toi, tu... De quoi ? Et j'en ai plein de photos que j'ai prises.
Bah vas-y, essaye d'en faire 5 de moi et 5 de toi, comme ça on aura un petit mix de nos deux aventures en souvenir. 6 de moi et 4 de toi. Allez, on va faire ça. Même pour ça, ils sont en compète. Ah, c'est l'effet God of War, hein. C'est l'effet... Ouais, carrément. Donc ouais, Heimdall, en plus, bah, moi ce que j'adore après... Enfin moi je crois que c'est une de mes séquences préférées du jeu, hein, parce que t'as le combat contre Heimdall qui est complètement fou, et après t'as la course-poursuite de malade mental, en plan séquence, où en tu vas jusqu'à décoller, tu sais, après l'autre, je sais pas quoi, il sort une sorte de Pagog en papier, le mec il se met à voler ou je sais pas quoi. Oui. Il y a des dragons qui arrivent, le mec il se sacrifie pour buter un dragon, enfin, c'est quoi? On est où là? On est niveau budget, on est où là? C'est vrai que ouais, en plus, c'est à ce moment-là où t'as Freya et Atreus qui sont avec toi. En plus, et à la fin. Mais à la fin encore qu'à un moment ils se séparent. Mais là on est tous ensemble, ouais. D'ailleurs, moi, bon, encore une fois, hein, le fait qu'il y en ait un nouveau duo comme ça, genre Kratos, Freya, moi j'ai adoré. Mais même les duos, on en a parlé vite. Même pas. C'était le duo aussi Atreus Boba, Atreus la fille de Thor, Atreus Sindri, Kratos Atreus, Brock, je crois. Atreus Thor. Atreus Sindri, oui, c'est vrai qu'il y a énormément de... Ouais, c'est vrai, ouais. Et puis en plus, genre Sindri, il a un pouvoir, hein, il balance des sortes de petites bombes. Ouais. À chaque fois, c'est un nouveau truc, ouais. Après, parce que Garboga, elle balance aussi des bombes de peinture ou je sais pas quoi. Ouais. C'est vrai que c'est pas mal, hein. Parce que ça, c'est vrai que c'était un des points forts du premier, d'ailleurs. Où tu sais, t'avais Atreus qui était en personnage non jouable, mais avec une ou deux touches, tu pouvais quand même avoir des touches. Et ce qui était très fort, c'est que petit à petit, il prenait des initiatives tout seul. Je sais pas si tu t'en souviens de ça. C'est qu'au début, t'appuyais sur carré, genre il balançait une flèche. Et petit à petit, plus la relation avec Kratos évoluait, il prenait lui-même des initiatives, en fait, Atreus. Ça, c'était très fort, je trouve, en termes d'écriture. Ouais. C'est même toi tu pensais le contrôler dans un jeu vidéo normal, tu contrôles tous les faits et gestes, tu vois, de l'autre personnage. Là non, le personnage lui-même se mettait à saisir un ennemi ou d'ailleurs même, en fait. Ouais, et même des fois d'ailleurs, je crois qu'il allait bon, ça faisait partie un petit peu de la trame scénaristique, mais tu sais, il prenait des risques. Kratos se disait de pas faire ci, pas faire ça. Oui, exact, oui, bien sûr. Oui, il t'emmenait vers un endroit alors qu'à la base c'était pas du tout ça. Ouais, mais c'est ça qui est fort. Ils se servent du média jeu vidéo pour t'habituer à un truc. Là, oui. Et du coup, quand Atreus il se met à faire t'es tellement habitué à le contrôler que quand il se met à faire des trucs sans que tu le contrôles, en fait ça participe à la narration et à l'émancipation, tu vois, de Atreus. Exactement. Donc, ce que j'allais dire, ça accentue ce côté-là. Tu le ressens réellement, quoi, en fait. Ouais. Ah, c'est bravo Santa Monica Studio. Oui, on n'a même pas cité, putain, c'est vrai. Et ça, on n'a même pas cité les développeurs, quoi, putain. Non, c'est... Bon, après, oui, comme toi. Moi, Heimdall, c'était mon combat préféré, pour revenir à ça. C'est la dernière chose que je voulais dire. Ah non, après, moi, j'ai adoré le combat contre Thor, quand même, au début. Oui, c'est vrai. Si, ouais, si. Puis après, il y a tellement de combats fous. Après, il y a des boss qui sont des fois un peu marquants, quand même. Ouais. Même tout bêtement, moi, les gros trolls, des fois, je trouve qu'ils sont assez badass. La mise en scène est tellement folle en plus. Ouais. De toute façon, même la façon dont Kratos tue à chaque fois ses ennemis, c'est assez impressionnant. Ouais, c'est assez jouissif. De jeu. C'est. Parce que c'est vrai que quelqu'un d'extérieur, tu sais, il pourrait voir la violence. J'aurais du mal même à l'expliquer. Parce que c'est vrai que c'est ultra violent, du coup, comme jeu. C'est même gore par moment. C'est violent et c'est gore. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit. Non, mais c'est vrai qu'il y a un plaisir. Il y a un plaisir de jeu qui est immédiat. Est-ce que ça, c'est souvent ce qu'on dit avec le jeu vidéo? Le problème, c'est des fois le gameplay. Si c'est pas un gameplay qui te plaît, tu peux passer à côté d'une œuvre qui est totalement culte. Mais si le gameplay t'accroche pas, tu passes à côté, c'est fini. Et du coup, c'est intéressant de voir God of War. On en parlait, tu sais, pour Zelda Breath of the Wild, que y a même Fortnite, tu vois, où il y a plein de techniques qui sont travaillées avec des neuropsychologues, je sais pas quoi, pour avoir des trucs d'addiction, en fait. C'est-à-dire, genre les coffres. Là, on le voit dans God of War. Hein. Dans God of War, les coffres, tu sais, que tu soulèves là, ça fait du bien. Mais ça participe en fait au plaisir de jeu parce que t'as des petites récompenses, t'as des trucs. D'ailleurs, c'est un truc qui pourrait
je trouve qu'ils abusent un peu dans God of War sur le nombre de tenues et le peu de changements que ça fait entre chaque tenue. Du coup, ça offre plein de cadeaux, donc t'as plein de coffres à ouvrir pour avoir plein de récompenses, et au final, les récompenses à chaque fois sont très limites, tu vois. Ouais, mais surtout quand tu fais des missions secondaires en plus, parce que moi je me suis retrouvé avec la même tenue quasiment tout le long. Que j'ai amélioré, j'ai pas changé beaucoup. Elle était tout le temps meilleure que les autres, alors j'ai pas... Ouais, ça je pense que c'est un truc qui pourrait retravailler, mais en même temps, en fait, ça participe au plaisir de jeu. Parce que j'ai vu que ça revenait souvent ça en défaut, mais en même temps, on s'en rend pas compte inconsciemment. Mais du coup, ça participe au fait qu'on est content d'aller ouvrir des coffres. Tu sais, ça te donne ta petite dose de dopamine. Et que si, du coup, ils réduisaient le nombre de tenues, le nombre de pouvoirs différents, ça serait plus logique dans une construction de personnage. Mais du coup, on aurait beaucoup moins de coffres. Ou alors, ça serait des coffres où on sait que c'est pas très intéressant. Du coup, on n'aurait pas le même truc de dopamine. Et du coup, ça nous maintiendrait moins sur la durée, tu vois. Et, donc bon. Bah, après, oui. Ça, c'est important quand même, comme tu dis. Là, déjà, moi, je trouve que pendant le gameplay, de toute façon, il y a aussi des phases de dialogue, donc ça participe à l'histoire. Ouais. Mais pendant les combats, c'est vrai qu'il y a quand même un juste milieu. Faut pas que ce soit trop facile. Ouais. Parce que du coup... Ouais, mais c'est ça qui est dur à doser, tu t'imagines. perds de son... Ouais, mais pas trop dur non plus, parce que si c'est trop dur... Ça te frustre. Au bout d'un moment, ouais. Non, mais c'est Moi, il y a eu... Bah, il y a eu un ennemi, j'ai dû le combattre 20 fois de suite, je crois. Je t'avais envoyé la photo, là. Il avait tout maigrichon. Oui, exact. Oui, les petits, oui, non, mais il y a certains. Mais du coup, moi, je l'ai pas réaffronté dans la mission principale, du coup. Mais je me rappelle. Mais c'est ça que j'ai trouvé très intelligent aussi dans ce jeu. C'est franchement, si tu fais que la mission principale, il y a quelques pics de difficulté, mais ça va. Et finalement, les trucs les plus durs, c'est du secondaire, en fait. Sauf que, t'as tellement. Quand tu fais le jeu pour la première fois, t'as tellement envie de tout faire que tu te souviens même plus ce qui est secondaire et ce qui est principal, tellement c'est bien écrit, tellement voilà. Et du coup, la petite créature que t'as dit en brèche ou je sais plus quoi là, je m'en rappelle de ces trucs à la con. Là. Ils sont tout petits, alors ils sont ultra solides ces bâtards. Mais je l'ai pas rencontré du coup dans la version God of War. Mais j'ose même pas imaginer quand tu fais le 100% en mode God of War, hein, avec les berserkers, avec les... Ça doit être horrible. Hein. Ça doit être... J'ai même pas été tester un berserker en mode extrême du coup. C'est vrai que j'ai même pas testé du coup. Faudrait que peut-être j'essaye. Un berserker en mode extrême, putain. Eh ben, je t'avais dit, que dans le DLC, j'avais rencontré un berserker. Oui, c'est vrai, oui. Ouais, il y a ça aussi, il y a des berserkers. Il y en a qui est caché. Ok. Mais t'as les brèches scintillantes, là. Putain, j'espère que t'as fait les 3 brèches si scintillantes. t'arrives à le battre, j'espère que la récompense, elle est ouf, parce que, putain. En plus, j'avais failli le battre. Et là, pour le coup, c'était comme pour Tyr. Sauf que c'est pas Tyr qui est mort, c'est moi. C'est-à-dire qu'il avait plus de vie. Et je me demande même s'il est pas mort en même temps que moi. Il avait plus de vie. Mais il faisait une attaque toujours la même, là. Il sautait en l'air, il tapait par terre, et ça faisait une grosse zone de dégâts. Et il enchaînait comme ça. Il sautait, il tapait, il sautait, il tapait. J'arrivais pas à me défendre. Ah, c'est vraiment un jeu de merde. Mais... On annule l'émission. C'est beau. Ouais, c'est clair. Et si, un autre truc pareil, qui fait un peu partie de l'histoire, mais moi, ça m'a pris quand même pas mal de temps. J'ai mis beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps. J'ai pris pas mal de temps à prendre des photos parce que je trouve que vous le verrez du coup sur Instagram, c'est magnifique, je trouve. Et aussi pour lire, je trouve que tout le codex, surtout des fois que je faisais des pauses pour jouer, je me remettais un peu le codex des personnages, leur bio, etc. Oui. Et tout le bestiaire, c'est super intéressant tout ce qui est écrit. Et t'as la patte de Kratos et après t'as la patte d'Atreus quand tu changes de personnage. C'est pas les mêmes écritures, c'est pas le même texte. C'est trop bien, je trouve. C'est trop... Enfin voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. Et même d'ailleurs, tout bêtement, les poèmes de Dvar, c'est tout con, mais c'est des trucs que tu ramasses quand tu explores, t'as des poèmes à ramasser. Okay. Et c'est sympa, ça fait des petits poèmes sur l'univers nordique. Ça me dit un truc, mais punaise, moi comme je l'ai fait il y a un an, il y a des trucs... parce que je me rappelle d'une histoire d'amoureux aussi, il y a une sorte de feu de camp ou je sais plus quoi là. Ouais. Ça te dit pas un truc ça, ouais. Si. Mais non, mais il y a des histoires. Attends, il y en avait une autre histoire aussi, c'était quoi? C'est passionnant, franchement. Ah ouais, mais... et du coup, il y a trop de lecture en fait. Quand tu t'amuses à lire tout bestiaire, les personnages et tout, c'est trop intéressant. C'est écrit d'une certaine manière. Bon, ça, c'était un petit kiff aussi. Et franchement, cool, même un truc que je me suis dit, s'ils avaient voulu faire du fric pour faire du fric, ils auraient pu faire une trilogie, en fait.
Je pense qu'il y a tellement à raconter qu'ils auraient pu en faire une trilogie. Hein. Franchement. Ah oui, clairement. Mais ils ont dit non, ça sera un diptyque. Il n'y a que 2 épisodes et on passe à la suite après, quoi. Et je trouve, en fait, c'est à saluer ce genre d'initiative. On est tellement habitués que chaque épisode, en fait, c'est genre le premier, ce 2018, ce que je te disais, que j'avais l'impression que c'était un peu une bande-annonce géante. Je trouve qu'on est trop habitués maintenant à ça. Que dès qu'on regarde un contenu, en fait, c'est une sorte de bande-annonce pour la suite. On regarde un truc qui nous donne envie de voir la suite, mais on n'apprécie même pas le moment présent. Et là, je trouve ce jeu, la Ragnarok en particulier, je trouve qu'en fait, il est généreux de fou, mais limite, c'est trop, quoi. Limite, même toi, tu te culpabilises, tu dis, les mecs, vous auriez pu faire 2 jeux, en fait. Hein. Il y avait largement de quoi faire. Et en plus, ils te sortent un DLC gratos, quoi. Oui, en plus, ils te disent, en plus, voilà, raconte encore d'autres choses intéressantes, quoi. C'est ça qui est fou. Ouais, c'est vrai, alors peut-être que c'était pour rattraper le premier. Non, parce qu'ils ont pas pris ce genre de critique. Moi, c'est un sentiment que j'ai eu moi, mais c'était pas une critique qui revenait majoritairement. Hein. Bon, au contraire, d'ailleurs. Ouais. J'ai cru comprendre que le deuxième avait été critiqué. Par certains. Il y en a qui préféraient que God of War Ragnarok était... Ah bon? Certains avaient pas aimé God of War Ragnarok. Ce que je peux comprendre, genre les fans de la première trilogie qui aiment pas du coup le passage en 2018, après c'est les goûts et les couleurs. Après, franchement, si t'as aimé 2018, je vois pas comment tu peux pas aimer Ragnarok. Je comprends pas. Parce qu'il y avait pas une révolution dans le gameplay. Non, mais alors ceux-là, moi j'en peux plus. C'est une suite. C'est une suite, les mecs, ils veulent une révolution dans le gameplay, quoi. Ça n'a aucun sens, c'est une suite. Je trouve que Ragnarok, il fait tout mieux que celui de 2018. Oui, et puis en plus, au niveau du gameplay, c'est pas pareil, quoi. C'est sûr, ça reste une suite, mais de toute façon, c'est pas le but d'avoir une révolution. Clairement, c'est juste d'avoir la suite. Mais oui, c'est chiant, c'est révolution. Faites un bon jeu, déjà. On n'est pas à la recherche de révolution à chaque jeu. C'est les mecs, ça sera des éternels insatisfaits parce que des révolutions, faut les saluer. Les Zelda Breath of the Wild, les Red Dead Redemption, les The Last of Us, je sais pas. Faut les saluer quand ça arrive, bien sûr. Mais faut pas en attendre. Il faut pas attendre à chaque fois que ce soit une révolution, parce que tu seras tout le temps insatisfait, ça c'est clair. Ah oui, c'est sûr. Non, mais c'est un jeu franchement formidable pour tout ce qu'il apporte. Et donc je vous laisse écouter l'émission de notre 100e émission où on dit nos œuvres préférées pour que vous deviniez où Wivo a classé God of War. Ouais, c'est le grand mystère, c'est le grand mystère. Avec tout ce qu'on a dit là. Et du coup, est-ce que tu regrettes sa place maintenant que tu as terminé le jeu? Oh putain, c'est vrai que c'est intéressant, j'ai pas... Bah non. Non, t'as pas été déçu par la fin, non, pas... Ouais, pas du tout. Non, je regrette pas du tout. En plus, avec le DLC, c'est... Non, pas du tout. Franchement. Mais là, en plus, en faire l'émission, ça me rappelle un peu tous les trucs qui font que le jeu est formidable, même par rapport... Ça faisait longtemps, en fait. C'est pour ça que le jeu m'avait attiré pour certains trucs, pour la mythologie, pour le bestiaire, voilà, pour certains trucs. Mais je trouve qu'il a pris en ampleur, justement, là, au fur et à mesure du temps, même avec le DLC. Ouais. Puis maintenant, même je t'invite vraiment à faire un travail de recherche poussé du jeu sur les théories, les analyses, etc. Tu vas voir qu'il y a vraiment beaucoup à manger là-dessus. C'est ça qui est fou. Là, tu t'ouvres en fait à un pan genre de YouTube avec plein de YouTubeurs. En plus, comme le jeu est sorti il y a 1 an, il y a énormément de contenu. Et franchement, vas-y, régale-toi parce qu'il y a des trucs que tu n'as pas encore vus. Même moi, j'ai pas encore tout regardé. Je m'en suis mis plein, tu sais, là, quand je faisais l'émission, j'ai pas pu tout regarder. Je m'en suis mis plein, tu sais, dans la playlist à regarder plus tard. Donc, je vais m'en faire en podcast, je vais m'en faire. Et il y a énormément à creuser. Et même, du coup, pour la suite, pour les théories, pour la suite, ça peut être vraiment passionnant, quoi. Et, ok. De toute façon, on va y passer aux théories parce que j'aurais un petit truc à dire par rapport à ça aussi. Mais même ça, le gameplay, le gameplay, moi, ça m'a fait vivre un peu le côté difficile d'un jeu. Enfin, là, je suis rentré dans des moments où j'ai dû persévérer, recommencer. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé pour un jeu vidéo, en fait. Mais ça fait du bien de temps en temps. C'est vrai que moi, je parle souvent de Elden Ring parce que ça a été une révélation pour moi. Mais comme je te le disais, God of War, il y a eu un petit sentiment Elden Ring.
Ouais, il y a ce truc. Même quand on a fait le pousse un challenge, peu en c'était dehors marrant. Oui, c'est ça. De Ça te pousse un peu transpirer en dehors de de ta manette, là, d'avoir le palpitant, ça te met palpitant parce que tu sais que tu vas mourir. Tu sais, ça te met C'est dans ça. une situation de stress, en fait. Tu te crées Ouais, voilà. une vraie situation de stress. Et tu vois, c'est ce que je Palpitation, te... transpiration. Et c'est ce que je te parlais pour Elden Ring. Cette soirée, finalement, je pense que tu vas t'en souvenir. Et Ah oui, c'est un truc totalement. tout con, tu vois. Elden Parce que Ring, c'est exactement ça. C'est des moments qui te marquent. T'as souffert sur le moment, t'étais en mode... même si t'analyses le moment présent au moment, c'est pas forcément agréable, tu vois, j'en sais rien. Mais Oui. ça marque, en fait. Et voilà. Souvent, il y a des moments dans la vie qui vont te rester plus en mémoire que des bons moments. Bah, c'est des moments un peu plus d'épreuve, de... Mais ça, c'est intéressant comme expérience à faire. Parce que ce truc-là de stresser à tel point que ton corps, en fait, réagit Putain, en stress. Moi, à chaque Et fois, de je te terminais contrôler. avec des espèces d'auréoles c'est sous les bras. J'avais fait une séance de sport, quoi. C'est un délire. Ah oui, mais clairement, ouais. Mais moi, c'était les palpitants, ouais. Je me rappelle, dès que j'ai arrêté ça, j'avais le cœur qui... Et en fait, je sentais, tu sais, en fait, que la première partie de tir, c'est sûrement pour tir, ça allait. Et quand on commence la deuxième partie, que je voyais que j'allais gagner, c'est bon, mon corps, il s'affole, tu sais. Et sauf que je fais, mais calme-toi, parce que là, tu vas faire n'importe quoi, tu vas accélérer, tu vas te faire déglinguer, et t'es obligé de te contrôler, tu sais. T'as ce stress Ouais, mais c'est ça. qui est... Mais ça, c'est c'est trop exactement bien. ça. C'est un peu les arts martiaux, finalement. Tu vois, Totalement. t'as ce truc où tu dois Des contrôler contrôles. ton corps qui est en train de partir en live tout seul. T'es Et là, c'est putain. clair. Et donc, faut que tu restes concentré, alors que t'as la manette qui glisse de tes mains. Tellement tu transpires des mains, tu sais. Ah, c'est... Voilà. Et ça t'énerve. Et après. ça, Ça Et t'énerve. c'est vrai que ça fait partie de la narration parce que je trouve que ça fait partie de l'histoire qui va te rester en tête, ces moments-là. Et c'est une des forces, je trouve, du jeu vidéo. C'est pour ça que les jeux, bah, tu vois, même comme From Software, des Elden Ring et tout, créent quelque chose. C'est un sentiment que tu n'arriveras pas à avoir, en fait, sur un autre média. C'est impossible. Ouais, Et du coup, c'est c'est vrai. par là que ça se démarque. C'est souvent comme ça que les œuvres d'art deviennent des chefs-d'œuvre. C'est parce que grâce à un art, on arrive à te pousser à avoir des émotions que tu peux pas avoir avec d'autres trucs, tu vois. Et donc voilà. Donc Oui. ce petit God of War est un petit chef-d'œuvre à son échelle. Voilà, il faut le dire, Oui. il faut dire les Oui. choses. Franchement, Bon, maintenant, c'est clair. La théorie. on a fait un tour très complet, je pense, du jeu. J'ai en train de Ouais. réfléchir s'il y a des trucs qu'on n'a pas dit. On n'a sûrement pas dit des trucs. Et comme d'habitude, demain, on va s'envoyer des messages audio en disant putain, j'ai pas dit. Putain, ouais, on n'a pas parlé des méduses, on n'a pas parlé des... Voilà, on n'a pas parlé des méduses. C'est un moment Ah. poétique de fou furieux d'ailleurs. Trop, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la poésie, on a parlé de la violence, on n'a pas parlé de la De l'humour. poésie de ce jeu. Si on en a parlé un De peu la poésie. d'humour, mais... L'humour, oui. Mais bon, il Parlons de faut quand théorie. même, voilà, il faut enclencher la conclusion de ce podcast, sinon ça va durer 24 heures. C'est un podcast de Surtout que 24 je heures. sais pas si on pourra le... Et d'ailleurs, vous le saurez, un truc que je vais dire pendant l'émission. Est-ce que ça te chaufferait? Alors en plus, tu viens d'avoir un petit enfant, donc à prévoir. Mais plus tard, on envisage de faire des lives, que les émissions les enregistrent en live, etc. Est-ce que je fais la proposition en direct dans l'émission comme ça, vous aurez la preuve de sa réponse. Est-ce que ça te chaufferait de faire des défis? Si on arrive à instaurer ce truc de live, faire genre un défi 24 heures. C'est-à-dire qu'on live pendant 24 heures. Bah pourquoi pas? Ce Ça serait un me paraît- défi. Ça ça serait serait- trop marrant. Pourquoi Voilà. pas? Ça Après, peut être, ok, pourquoi pas, ouais. C'est ça une peut idée être, que je lance parce que voilà, si un jour ça arrive, les lives, il va falloir trouver des trucs pour rendre le truc original. Et c'est un des défis que je me dis. Et ça, c'est des trucs que je regardais il y a quelques années. Je me dis putain, ça me ferait marrer de le faire, tu vois. Bref. Et mes défis, 24 heures, on reste assis devant notre... Il faudra trouver, bien sûr, il faut avoir un programme. Hein. Tu restes pas juste à parler pendant 24 heures. raclette pour parler. Ouais, mais voilà. Un défi en live, voilà. Vous nous dites si ça vous tenterait. Mais bon, Parlons pas de concluons. raclette. Parlons pas de raclette. J'ai perdu la plupart de ma raclette à cause du congélateur. Donc concluons, parce que là, j'étais Il faut- content. Ça, Bah non, ça mais on peut commence. pas conclure comme ça. Maintenant, faut expliquer ce qui s'est passé. Non, Tu sais, n'explique tu fais rien. toujours des private trucs, les gens ils sont pas au courant. C'est qu'en Ils gros, veulent pas j'ai savoir, les gens. Ils vont
Ils vont pleurer. D'accord, ils vont savoir ça. En fait, je suis passé chez Wivo dimanche, il y a 2 semaines maintenant. Putain, ça passe vite. Hein, putain. Ouais, oui. Je suis passé chez toi. On s'est fait une petite raclette. J'ai dit bonjour à ton nouvel enfant, du coup. et du coup, t'avais pris la blinde de fromage parce que tu viens aussi d'avoir un nouveau congélateur. Voilà. Je me suis dit, je vais pouvoir tout conserver c'est ça. En toute tranquillité. Ouais. Jusqu'à il y a quelques jours. Le drame s'est passé. Ah, le congélateur, le disjoncteur du congélateur a sauté. Et du coup, tout ce qui était... On avait fait un petit stock, on était contents. Hein. Et là, tout était à virer. Et dont le fromage. Mais le fromage, j'ai resté encore 1 kilo. Ouais. Là, je l'ai viré. Oui. Ah, tu l'as viré, Ah oui. C'était un bon. Et oui, parce que... Ouais, ça a été fini, en fait. En fait, le truc, c'est que le congèle a recongelé derrière. Putain. Et du coup, le fromage... En plus, le fromage à pâte molle, comme ça, c'est mort. Oh là là. Donc là, j'ai tout balancé. Ah, j'ai eu le cœur. On aurait dû plus manger si on avait su. Mais là, si on pouvait remonter le temps, ça va. Je dirais bouffe-le. Crise de foie. En même temps, je pourrais aussi vérifier le congélateur, tout simplement. Le gros débile. On bouffe le fromage. Je peux pas relever le disjoncteur, donc voilà. Ça, c'était. Je sais pas. Mais les God of War me fait penser à la montagne. Hein. Tu vois les montagnes enneigées de God of War, ça me faisait voyager tout en restant chez moi. Tout avec l'arrivée de la petite, du coup je pouvais aller en montagne avec Kratos. Je n'avais pas besoin d'aller. Alors, ça, bref, nous allons passer aux théories pour la suite. Je serais très curieux de toi, ton avis avec ce qui se passe à la fin de God of War avec le DLC. Voilà, qu'est-ce que t'imagines pour la suite de la licence ? Étant donné que pendant l'aventure, on ramasse des artefacts, et ce sont des artefacts qui sont d'Égypte, j'ai l'impression qu'on partirait vers la mythologie, et du coup, égyptienne. J'ai l'impression que c'est des indices pour ça. Alors après... Je pense que c'est ce que tout le monde attend. Mais comment faire le switch ? Pourquoi il irait... Alors, je sais pas. Quelle serait la raison, en fait, qu'ils partent... Moi, le DLC, justement, m'a apporté des réponses. Dans le DLC, à la fin de God of War, donc du jeu de base, je sais pas si tu te rappelles, ils regardent des prédictions de géantes et des peintures. Et tu vois la dernière peinture, on pense que c'est Ungerboda qui l'a faite, parce qu'il y a des couleurs en or et tout, que c'est elle qui utilisait ça sur ses peintures. Où en fait on voit l'histoire de Kratos, donc on voit l'histoire du premier de 2018, on le voit à la Grèce antique aussi, et le dernier tableau, on voit un Kratos en fait qui est adulé par les gens, et il y a tout un liseré en or autour de lui, comme si Kratos devait en fait, au lieu d'être le dieu de la guerre, ça devient le dieu qui est adulé par les gens, quoi. Et moi, alors pourquoi il va dans d'autres trucs, voilà, je sais même pas s'ils l'expliqueront. Est-ce que ça sera un peu comme pour la trilogie, enfin pour les deux nordiques, il n'y a pas forcément d'explication, mais j'ai l'impression que là avec le DLC en plus, t'as l'impression que ça devient une sorte de chef, il va mener ses troupes, et du coup est-ce qu'il va pas aller dans d'autres mythologies pour mener un combat en fait. Alors je sais pas exactement ça va être quoi. Ce qui va me faire bizarre, c'est que t'as l'impression qu'il va y aller avec Freya, avec Mimir, du coup il va aller genre en Égypte. Imagine, il va en Égypte, il est avec les personnages de la mythologie nordique, tu vois, c'est... Et donc je suis trop curieux je pense qu'ils ont une idée en tête. Mimir, ça irait tellement bien, parce que Mimir ça devient... c'est parfait, tu vois. Moi je pense que maintenant jouer Kratos sans Mimir, c'est plus pareil. Mais moi je suis trop curieux parce que tout le monde veut parce que globalement dans les indices qu'on a dans le jeu, bien sûr il y a l'Égypte, mais du coup t'as pas l'air d'avoir remarqué, mais il y a pas mal de symboles japonais aussi. Alors je l'ai pas vu moi. J'en ai entendu parler dans certaines vidéos analyses, mais après je l'ai pas fait gaffe. Alors pourquoi pas dans le prochain God of War, on jouerait Atreus et Kratos, Atreus au Japon, Kratos en Égypte.
Et là, on switch les deux et on switch d'univers. Ça serait génial. Vu la fin, c'est vrai, vu la fin là, de God of War, où tu vois qu'Atreus prend son envol et il part, tu vois, même la scène, on le voit vraiment, c'est vraiment ça, il se barre, quoi. Et j'ai vraiment l'impression. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Cory Barlog, donc le mec qui s'occupe depuis God of War 2, donc tu sais, je t'ai dit qu'il était animateur 3D sur le 1, et à partir du 2, c'est lui qui s'occupe du scénario, etc. Et qui a donné vraiment son cœur sur le God of War de 2018, qui a pris du recul sur God of War Ragnarok. Donc, il a participé à l'écriture et tout, mais il était beaucoup moins investi parce que ça lui. Voilà, réaliser un jeu et y mettre son âme, c'est vraiment un truc éprouvant. D'ailleurs, ah oui, putain, il y a Neil Druckmann, oui, il faut que je t'en parle en direct, hein, parce que j'ai failli faire une dépression avant l'émission. Il y a Neil Druckmann qui a eu une interview. Donc Neil Druckmann, la tête créative derrière The Last of Us, hein, ma série de cœur, il a expliqué qu'en fait, il envisageait très bientôt en fait, sa retraite. Et il expliquait qu'en fait, je t'avais déjà raconté que The Last of Us, c'était un peu le jeu de sa vie. The Last of Us, le 1, c'est un truc qu'il avait proposé à... Comment il s'appelle Romero, c'est le réalisateur de films de zombies. Et il avait proposé à Romero. Romero lui a dit next, dégage. Mais en gros, t'as l'impression que The Last of Us, c'est l'histoire que Neil Druckmann il a en tête depuis son adolescence. C'est l'histoire de sa vie, tu vois. Et là, en fait, il a dit, il a fait une interview, il a dit, en fait, je pense de plus en plus à ma retraite, j'ai encore des histoires en tête, mais finalement, je me rends compte que j'ai plus tant de jeux à faire, et je pense que ma retraite est proche. Donc j'espère que ça veut dire, parce que ça parle que Naughty Dog, ils sont en train de travailler là sur une nouvelle licence où Neil Druckmann serait dessus, et j'espère qu'il y a de la place pour The Last of Us Part 3, histoire de conclure, et puis après, derrière, prends ta retraite si tu veux. Mais voilà, j'ai lu cette interview, j'ai fait oh putain de merde. Mais en même temps, c'est beau, parce que les plus grands créatifs, pour moi, c'est les mecs qui... C'est pas des mecs qui vont faire une carrière de 50 ans et qui ont plein de licences, qui ont plein de... Non, c'est des mecs qui ont un truc à raconter. Et leur carrière sera peut-être très courte. Mais voilà, ça sera l'œuvre de leur vie, quoi. Ça sera l'œuvre de leur vie. Et je me dis, voilà, s'il fait la nouvelle licence et il fait The Last of Us Part 3, après, tu peux partir si tu veux. Bref, c'est un petit encart, mais il fallait que j'en parle parce que je l'ai lu juste avant l'émission. Là, j'ai fait putain. On est dans le jeu vidéo, c'est... Voilà, c'est ça. Et du coup, Cory Barlog, j'ai l'impression que c'était vraiment ça avec le God of War de 2018. Hein. Vraiment, je te partagerai les liens après l'émission. Je les mettrai peut-être en description YouTube ou même en description Apple et tout. Allez voir dans la description, je mettrai en lien les 2 documentaires sur God of War et sur The Last of Us. Je pense, je sais même pas pourquoi j'ai pas été le regarder avant. Alors que c'est sorti en 2018. Hein. Je l'ai toujours pas vu le documentaire, alors qu'il est trop réputé. Et du coup, Cory Barlog, il travaille sur... on ne sait pas exactement, mais on sait qu'il ne travaille pas sur le prochain God of War. D'accord. Mais il a dit, ça ne veut pas dire que je ne travaille pas sur un truc en lien avec God of War. Mais je ne travaille pas sur le prochain God of War. Donc, tu as l'impression qu'il ne travaille pas sur le prochain jeu avec Kratos, tu as envie de dire. Est-ce que c'est pas lui qui s'occupe d'un jeu avec Atreus ? Donc je ne sais pas. Ou alors est-ce que ça va être une totale nouvelle licence, il n'y a aucun rapport. Mais du coup, je suis trop curieux parce que là, ce que la fin de God of War, je trouve, nous dit, c'est qu'en gros, la trame principale va continuer avec Kratos et qu'il va y avoir des spin-offs avec Atreus. Moi, c'est ça le sentiment que j'ai en terminant God of War Ragnarok. Ouais, parce qu'après, parce que Atreus, qu'est-ce qu'il avait encore à faire ? Atreus, il voulait explorer le monde. À la fin de God of War, il dit j'ai envie d'explorer le monde, j'ai envie de... Justement, je m'émancipe et j'ai envie de moi-même vivre mes propres aventures. Donc après, on peut imaginer justement que ça parte dans plusieurs mythologies. Et je pense que tuer Kratos, ça aurait été trop négatif. Même si tu fais après des jeux God of War avec Atreus, forcément, tu sais, Atreus, il aurait pâti de... Ouais, mais c'est pas Kratos. Que là, en gardant Kratos vivant, en faisant des jeux Kratos et en faisant des jeux Atreus, il y a moyen en fait de construire Atreus. Et quand Atreus était gamin dans le premier, dans le 2018, je me disais bon, Atreus, j'aime pas sa gueule, j'aime pas son comportement, enfin c'est mort. Et finalement, avec le Ragnarok, j'ai commencé à l'apprécier,
Même si je trouve en termes de design, il est à des années-lumière de Kratos, hein, concrètement. Mais je me dis, mais oui, mais parce que là c'est un ado. Mais s'ils font grandir Atreus, et si ça devient un adulte, s'il vit des drames, s'il vit, je ne sais pas ce qu'il va vivre, ça se trouve Atreus dans 10 ans, il y aura eu 2 ou 3 jeux avec Atreus. Et on se dira, putain, Atreus, on l'a connu gamin. Et maintenant, c'est ce bordel ultra badass. Il a dépassé Kratos. Il faut se souvenir de si avant les jeux de 2018, on t'avait dit, ouais, mais Kratos, bientôt, il va jouer avec une hache. Fini les lames du chaos. Bon, t'aurais dû, mais non. Kratos, c'est les lames du chaos. Et du coup, moi, je suis trop curieux de ça. Ils nous ont montré que la hache, bah, ça a surpassé les lames du chaos. Et puis après, la lance, ça a surpassé la hache. Je me dis, bah, ça se trouve, dans 10 ans, Kratos, et bah, sera surpassé par Atreus. Voilà. Et on se dira, putain, Atreus, on l'a eu enfant. Donc il y aura toute une histoire d'Atreus. On l'aura suivi depuis son plus jeune âge. Quoi. La force de jouer Atreus, c'est que déjà, s'il évolue, qu'il gagne plus en force, bah, il pourra éventuellement produire. Le gameplay va s'étoffer. Et ça, par contre, c'est clair. Hein. S'ils font un jeu Atreus, faut développer le gameplay, mais ils le feront. Ça, il peut se transformer en animal. En plus, putain. Et on peut aller loin là-dessus. Oui. En oiseau, je sais pas, en tout. En serpent. Oui, non, mais c'est clair, putain. Tu peux même partir sur 2 jeux totalement différents niveau gameplay. Hein. Kratos, tu restes sur la recette de base. Et Atreus, tu vas tester des trucs plus exotiques. Ouais, voilà. Ouais, putain. Ça peut, être pas fou. mal. En plus, et du coup, Atreus qui se transforme en animal au Japon. Ouais, c'est ça. Et du coup, t'as envie de mettre Atreus au Japon. Oui. Oui, mais je dis ça, mais peut-être non. Peut-être en Égypte. En Égypte, c'est ce que je dis. Ouais. C'est des animaux, ouais. C'est des demi-dieux. Oui, c'est vrai. Donc il y aurait pas, pourquoi pas un lien à faire entre. Putain. Ça c'est beau. Putain. Mais du coup, c'est toujours pareil. C'est une fois qu'ils auront fait le Japon et l'Égypte. C'est fini. Suivant en termes de mythologie, les Incas, même Assassin's Creed, tu vois, ils ont jamais été encore sur les Incas et tout. C'est pas encore ultra populaire, donc je sais pas où ils vont aller, mais je suis trop curieux en fait. C'est pour ça que même cette émission, je serais pressé de la réécouter dans plusieurs années, une fois qu'on aura des réponses à ces questions. J'adore ces moments de théorie, parce que nous, avec notre émission, du coup, on les marque dans le temps, ces théories, et des fois, on se rend compte qu'on a vu juste, et des fois, pas du tout. Et là, je suis trop curieux en fait. Là. Mais non, mais chaque conférence de Sony... Ce qu'il faut se dire, donc le jeu est sorti l'année dernière. Ouais, à mon avis, ils ont déjà des projets. Hein. Et du coup, les prochaines conférences de Sony, de PlayStation, quand ils vont balancer du lourd sur God of War, moi je suis trop curieux de savoir vers où ça va tomber. Quoi. Parce que moi du coup, je connaissais pas. Parce que imagine, je sais pas si ça avait fait le buzz à l'époque quand tu sais, il y avait des fans de God of War, mythologie grecque, etc. Et d'un coup, il y a eu une bande-annonce où il y avait de la neige, tu comprenais pas trop ce qui se passait. Je crois qu'il y avait un cerf qui se faisait chasser. Tu voyais Atreus, tu dis bon, Atreus, on le connaissait pas à l'époque, Atreus. Tu vois un gamin qui tire à l'arc sur un cerf. Je crois que c'était ça la bande-annonce. Et d'un coup, t'as Kratos qui apparaissait. Ça a dû être pour les fans de God of War, mais ça devait être tellement la folie. Et là, maintenant, moi, je suis pressé de ça, des prochaines conférences où, à mon avis, ils vont jouer pareil. On va découvrir des décors, etc. Puis d'un coup, il y a Kratos ou Atreus qui va apparaître dans une bande-annonce. Ça va être... C'est vrai que maintenant, eux, ils sont emblématiques. Maintenant. Tu dirais Kratos depuis longtemps. Depuis longtemps, en plus. Mais là, il a pris tellement d'ampleur. C'est ça. Ouais. C'est ce qu'il faut se dire. C'est là, maintenant, c'est là que tu reconnais qu'une licence a pris du poids. C'est que maintenant, quand je pense Atreus, quand je pense Kratos, mais quand je pense Sindri, Brok, Freya, Odin, Thor... Ouais, ça parle de suite. Oui, pour moi, maintenant, la mythologie nordique, c'est God of War. Oui, t'as ce... Ouais, Avenger, c'est en dessous, c'est fini, c'est pas Dieu. Oui, parce que tu te rappelles, à l'époque où les artworks de Thor étaient sortis, il y avait eu un putain de bad buzz, parce qu'ils disaient, ouais, mais c'est quoi ce Thor, il est gros, etc. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est tellement le vrai Thor, en fait. Le Thor de God of War est beaucoup plus proche du vrai Thor, en fait, de la mythologie, en plus. Oui. Et il est tellement plus badass, finalement, que... En fait, limite, tu mets le Thor de Marvel à côté, tu fais « Ah !» Ouais,
Ouais, il fait kitsch, limite. Ça fait. Ouais, c'est. Bon, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Surtout que moi, je me rappelle l'époque aussi. C'est ça qui m'a fait kiffer God of War, c'est parce que je regardais la série Viking en plus. Donc, Oui, et oui. il parlait de la mythologie en fait. Du Mais coup, t'as bon, une image maintenant, c'est vrai que c'est ouais. fou ça. Et j'en Ça savais pas t'offre plus. un Et maintenant, contexte. ça m'a tout. Ouais, j'ai toute l'histoire. Non, je vois tous les personnages, je les vois à travers God of War. C'est clair, putain. Non, C'est beau. c'est beau. Ouais. Donc bref, en tout cas, tu vois, nos théories finalement, je les trouve pas très imaginatives par rapport à d'habitude. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, Après, je c'est vois pour ça que pas, je suis je curieux. réfléchis. Est-ce qu'ils vont réussir à nous surprendre en fait? Parce que là, en fait, tout le monde, mais globalement, là, on fait des théories, mais en fait, je crois que c'est les théories que tout le monde se fait, quoi. Oui. Japon et Égypte, un jeu avec Atreus, un jeu avec Kratos. Tellement ils nous dirigent vers là, tu te dis, mais ce truc, ils vont nous surprendre, ils vont faire un autre truc, on verra bien. Mais après, c'est vrai qu'Égypte, ça pourrait coller avec Égypte, Atreus, oui. Non, mais Égypte, ça serait avec juste le la fait que folie. c'est des animaux, lui, il peut Mais se même- transformer en animal. Ouais, mais moi, je préférais voir Kratos qui va terrasser du Anubis. du Anubis. Ré, du Anubis, putain. La mythologie égyptienne est tellement folle. Ça collerait tellement avec God of War. Peut-être les momies, le Valhalla, est-ce qu'ils vont pas faire un rapport avec ça? Là, il n'y a pas le Valhalla, Ah, mais il y a un autre truc, tu sais, en Égypte, là, le truc, Ah ouais la mer de sable. Tu sais, on l'avait fait dans l'émission. Comment elle s'appelait cette série Marvel avec Oscar Isaac, Moon Knight. Je sais pas si tu te rappelles. Oui. Tu sais, un Oui. moment, c'est des trucs égyptiens, Moon Knight. Et il y a un moment, il y a cette phase, tu sais, entre la vie et la mort, où tu es en oui. jugement sur une mer de sable. Bon, il y a un délire comme ça. Peut-être C'est qu'il une va sorte de attirer. Valhalla, c'est... Non, mais bref. Ah là là. Bah ouais, on verra. De toute façon, on sait pas. On verra On bien, sait pas. mais ça nous tease. Là, je suis trop pressé. Je suis trop pressé de découvrir la suite. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est que ça nous tease pour la suite. Et même, je suis pressé de voir le développement final de Kratos. Tu sens qu'ils ont une idée derrière la tête. Ouais, ça par Kratos, contre, c'est ça il est qui... pas terminé son développement, ouais. C'est ça qui pourrait... Ça serait cool, en fait, d'aller visiter une nouvelle mythologie. Pour Mais je la sais pas conclusion. Mais par contre, Ouais. un truc que je me suis dit, c'est que là, tu sens qu'il y a encore une dernière étape pour Kratos. Il y a une sorte de rédemption qu'il faut. Là, il a compris qu'il pouvait changer, il a envie de changer, et du coup, tu te dis, la dernière étape de Kratos, c'est le moment où il va accomplir un truc héroïque, il va faire une vraie bonne action qui va rattraper tout son passé où il a détruit l'Empire grec, quoi. Mais, du coup, ça Mais comment incite... Ça veut dire aussi qu'il y aura une fin pour Kratos. Et j'ai tellement de mal à l'imaginer qu'une fois qu'ils auront fini cet arc narratif avec Kratos, s'ils refont d'autres trucs avec Kratos, tu sens que c'est bon, il faut étirer la licence et du coup ce sera plus intéressant. Mais oui, mais même déjà là, parce que là, il y avait tellement de sujets qui ont été... qu'on voit à travers God of War Ragnarok et God of War 2018. Ouais. Je sais pas quel sujet aussi profond ils vont pouvoir apporter avec un nouveau... La rédemption. Moi, il y a moyen de faire un truc très très bien, mais c'est une dernière phase. C'est une dernière phase. Une fois que tu as fait la rédemption, après c'est fini. Hein. Là, il n'y a plus rien derrière. Donc je suis très curieux. Mais je suis très curieux de voir comment ils vont traiter la rédemption. Mais je vois que ça peut que partir à Dieu. Mais imagine, ils nous surprennent et Kratos retombe dans ses travers et repète un câble. Je sais pas, ça se peut aussi. Tu vois. Atreus qui Ouais, vient j'en sais rien. et qui tue son père. En fait, la prophétie, elle était... ça vient tout Oui, contrecarré. T'imagines, on est en train de se plaindre que dans God of War Ragnarok, il n'y a pas ce moment Ah, ça, c'est où horrible. Kratos va mourir, mais En c'est fait, parce c'était qu'en plus fait, tard. c'est pas encore, C'était plus c'est tard. pas encore maintenant, Ouais. quoi. Putain. Ça y est. Ça y est, Ah ouais, on est c'est imaginatif, atroce, ça. mec. On est Ah ouais, mais imaginatif. oui, ça pourrait. Ouais, Et pas en con, fait, ça. c'était... Ouais, ça serait Atreus qui serait... C'est pas Kratos, comme je disais là, en début d'émission, il y a 5 heures à peu près. Il est obligé de... ou que Atreus, en fait, tue son père par erreur. Ouais. Là, Atreus devrait tuer son père. Parce que son père. Pas par devient- erreur, parce qu'il- Ouais, mais je pense Avion- pas quand même. Vu le développement qu'il y a là, en plus avec le DLC et tout, s'il rebascule Kratos. Je sais pas. Ça dépend comment ça amené, mais... Ouais, ça dépend comment c'est. Après, après, ça serait dramatique. Mais bon, en même temps, c'est... Ah, je sais pas, ouais. Ça je sais pas. Ouais.
J'ai vraiment l'impression qu'on se dirige vers une rédemption, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, finalement, il va recraquer. Et ça serait même très intéressant au niveau message de dire qu'il y a des gens qui comprennent ce qu'ils ont fait, que c'est mal, et qui se dirigent vers une rédemption, mais que finalement leur nature les rattrape, leur éducation les rattrape, et ils finissent par par ressombrer en fait. Ce serait ultra dramatique, mais pourquoi pas. Putain. Ouais, c'est un peu trop triste, j'espère que ça sera pas quand même. Mais en même temps, là, après, pourquoi pas coup, imaginer un développement Atreus où c'est Atreus qui devient vraiment le héros, quoi. Et que pourquoi pas, à la fin, il y a un jeu, imagine, où vraiment le méchant du jeu, c'est Kratos. Et tu incarnes Atreus et le Odin du jeu, c'est Kratos, quoi. Ça serait fou. Ce serait même inédit dans l'univers du jeu vidéo ou d'un film qu'un personnage aussi iconique en tant que héros, mais alors que c'était un méchant dès le début, on le savait dès le début que c'était un méchant, tu vois. Dans la première trilogie, c'est un méchant. Il a cette phase de rédemption là avec... Putain, les mecs, ne nous décevez pas avec l'écriture. Tellement vous avez mis la barre haute en fait en écriture. Limite, t'as envie que... On verra. Mais vivement la suite, vivement la... Ça va être beau, hein. Ça va être beau. Ouais, ça va être... Donc on fera des émissions God of War. Vous inquiétez pas. Dès qu'il y a un jeu God of War qui sort, on fera une émission directe. Déjà là, on va finir le 3 et on fera une émission. Bon, je sais pas si ça a autant de choses à raconter, mais on fera un truc. Ah, tu vas finir le 3, toi? Moi, je suis pas sûr que je finisse le 3. Ah bah si, ah bah là, on l'a dit pour le podcast, t'es obligé. Et ce soir. Okay. Enfin, demain, ce matin. On fait un live 24 heures. On est plus ce soir. Vas-y, on continue le podcast. Allez, pendant 24 heures. C'est parti. Bref, est-ce que tu as autre chose à rajouter sur ce jeu? Ah, cette fois-ci, non. Là, je trouve que là, on a fait le tour. Mais je crois vraiment qu'on sera obligé de le faire en 2 parties, par contre. Ouais, bah oui, parce qu'en plus, il faut qu'on vous explique, c'est qu'on est sur un nouveau hébergeur de podcast, et en fait, je crois que c'est une fois que tu dépasses les 2h30, c'est fini. Ouais. On a dépassé les 2h30. Donc on vous le fera en 2 émissions. Voilà, comme ça nous laisse du temps. C'est clair. On a été en retard, mais non, mais ça valait méritait. On n'avait pas prévu de faire aussi long en fait, mais des émissions jeux vidéo, on n'en fait pas souvent. Et le jeu vidéo, contrairement à un film ou même une série, en fait, ça prend plus de temps à se faire. Et du coup, on voulait pas bâcler l'émission. Donc là, je suis content. Je pense qu'on a parlé globalement de tout ce que je voulais parler. Moi aussi. Moi, j'avais beaucoup de choses à dire pour exprimer ma joie envers ce jeu. Donc, non, ça valait le coup. Après, en plus, là, on a eu pas mal de soucis pour enregistrer. Oui, et ça, vous en rendez pas compte, mais le réseau a fait des siennes et on a galéré. Incroyable. Je vais avoir du taf au montage, hein, je peux te le dire. Bah ouais, j'avoue. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie de podcasteur. Il y a des fois... c'est plus simple que d'autres. C'est les aléas. Et Kratos le sait. Donc voilà. Bref, si vous avez apprécié, comme d'habitude, vous mettez des 5 étoiles. Vous mettez des pouces bleus sur YouTube, des commentaires. Vous nous dites, même si on a oublié de parler de certaines choses, pourquoi pas, vous développez vos propres théories. Et on se dit à la prochaine. Allez, salut!